Merci d'être avec nous. Nous suivons en direct les développements de la soirée. Regardez l'image à Téhéran, plongée dans le noir. Une grande partie de cette immense capitale de 10 millions d'habitants, plongée dans le noir. Des bombardements très puissants de l'armée israélienne et de l'armée américaine sont en cours. Nous sommes ici en plateau. Nous avons tous nos envoyés spéciaux partout dans le monde où se produisent ces événements. Et d'abord, vous, Siavosh Ghazi, à Téhéran. Je ne sais pas si vous m'entendez déjà, Siavosh Ghazi. Dites-nous ce qui se passe à l'heure où nous parlons en direct à Téhéran. Écoutez, l'électricité donc a été coupée dans une partie de la ville de Karaj, la province qui est la capitale de la province qui est à l'ouest de Téhéran, et une partie de Téhéran même dans la partie ouest de la capitale pendant à peu près une demi-heure avant que l'électricité ne soit rétablie. Ce sont visiblement des relais, des installations mineures électriques qui ont été touchées par les frappes israéliennes, et l'électricité a été rétablie. Là où je me trouve sur cette place de Tajrish dans le nord de la capitale iranienne, l'électricité, comme vous pouvez le voir, n'a pas été coupée. Et dans cette partie et dans la majeure partie de la ville de Téhéran, donc des installations mineures. Un des responsables du pouvoir, l'ancien chef des gardiens de la révolution, a affirmé que donc après cette frappe, il y aura des ripostes encore plus dures contre Israël, mais aussi contre les bases américaines dans la région, puisque ce sont des installations civiles qui ont été touchées. Ce matin, comme on le sait, l'Iran a mené des frappes très violentes contre une zone industrielle dans le sud d'Israël, donc des usines d'engrais chimiques, de produits chimiques et pétrochimiques qui ont été touchés très durement. Siavosh Ghazi, pardon de vous interrompre, mais qu'on comprenne bien la situation. On rencontre ici évidemment des opposants, mais aussi des partisans du régime. Si j'ai bien compris, il y a des manifestations pro-régime qui ont cours. Qu'est-ce qui a lieu derrière vous exactement ? Alors depuis 4 semaines maintenant, il y a des manifestations tous les soirs. Sur les principales places de Téhéran, mais aussi dans les villes de province. On peut voir les images à la télévision ou dans d'autres médias. Alors, des manifestations de plus en plus nombreuses, de gens qui descendent jusqu'à 2 heures du matin. Là, il est pratiquement minuit, et donc on va s'écorter de voitures, ces manifestants qui restent jusqu'à 2 heures du matin pour lancer des slogans contre Israël et les États-Unis, pour dénoncer les frappes israéliennes et américaines, en particulier sur les zones résidentielles, sur les installations civiles, et lance ces slogans pour demander au pouvoir d'aller jusqu'au bout, de ne mener aucune négociation avec les Américains et de tenir bon. Il y a même des slogans de manifestants qu'on entend, par exemple, qui demandent aux militaires qui sont derrière les lanceurs de missiles de frapper encore plus fort, de manière encore plus précise, pour se venger des morts qui ont été causées depuis le début de la guerre. Siavosh Ghazi, est-ce que c'est évidemment difficile d'avoir le sentiment, il y a plusieurs sentiments populaires, mais est-ce que vous sentez dans une partie de la population les gens marqués par le fait que les bombardements touchent parfois des installations civiles ? Absolument, c'est de plus en plus d'installations civiles sont touchées. Ce matin même, il y a eu plusieurs bombardements, deux importantes frappes pas loin de chez moi, et puis 3 autres frappes dans la partie est de la capitale. Là, un missile a touché un bâtiment où se trouvait le siège de la chaîne de télévision qatari Al Arabi. J'ai été sur place, donc c'est un immeuble de 5 étages qui a été touché de plein fouet par un missile. Dans cet immeuble, il y avait des salons de beauté, un café, et puis le bureau de cette chaîne de Al Arabi qui a été visé délibérément, de manière directe, par un missile tout autour des immeubles qui ont été endommagés. Et donc les Iraniens sont de plus en plus en colère contre ces missiles qui touchent des zones résidentielles, des installations civiles, notamment par exemple les installations électriques, qui touchent donc la vie de tous les jours des gens. Merci beaucoup Siavosh Ghazi d'avoir été avec nous en direct. Réaction sur ce plateau, l'image est très impressionnante. Évidemment, on rendra compte aussi de toute cette population iranienne qui attend et espère des bombardements et qui parfois remercie Trump et Netanyahou. Mais visiblement, il y a une partie de la population qui est aussi maintenant montée contre l'intervention étrangère. Les deux, sans doute, coexistent. Oui, tout à fait, mais de toute façon, il y a 20% de la population iranienne qui soutient le régime. Le régime les encourage à ces manifestations.
Et quand vous les voyez en gros plan, vous voyez pas de femmes. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment. Enfin, il y avait des femmes voilées, évidemment, très voilées. Des femmes voilées, mais vous voyez pas de femmes un petit peu urbaines, modernes. Et donc, je pense que tout cela est encouragé aussi par le régime. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'inquiétude dans la population qui demandait du secours, mais je ne pense pas qu'on puisse parler d'effet drapeau avec ces manifestations-là. Alors moi, je peux pas donner des chiffres, je peux pas m'y risquer, personne d'ailleurs, puisqu'on ne sait pas véritablement ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran. On a très peu de journalistes qui s'y trouvent. Mais pour avoir vécu dans des pays en guerre, sous des bombes américaines de la coalition, donc en Irak, en Afghanistan, je ne peux pas ne pas dire que, personne n'aime vivre sous les bombes. Personne. Donc personne ne peut se dire satisfait. Il y a trop d'insécurité dans sa propre vie quand on est sous les bombes. Et je pense qu'évidemment, beaucoup d'Iraniens, même s'ils souhaitent la fin du régime, sont très angoissés de ce qui peut se passer demain, après-demain. Est-ce que ça fait partie des risques encourus au 30e jour de guerre, on va voir dans quelques instants les images de l'AWACS américain touché. C'est un événement majeur dans la guerre. Les tirs de la République islamique d'Iran contre l'État d'Israël. Il y a beaucoup de choses qui se passent pas comme le plan était prévu par les Américains. Si en plus il y a une partie des Iraniens qui commence à hésiter, c'est évidemment une circonstance qui complique encore les choses. Oui, vraisemblablement. Alors il faut voir maintenant, je suis un peu d'accord, quel est le pourcentage de cette population. C'est ce qu'on nous montre. Là, on nous montre des gens qui sont dans la rue. Moi, j'ai du mal à voir, honnêtement, je n'en sais rien du tout, la part de la population qui soutient le régime dans Téhéran et puis celle qui attend la libération. Et rappelons quand même que c'est un régime assassin. Et si les gens sortent dans la rue dans l'autre camp, eux se font canarder. Oui, ils se font canarder. Ça corrige beaucoup. C'est pour ça que c'est très difficile. C'est pour ça qu'on voit dans la rue que ceux qui sont pour régime, évidemment. C'est notre raisonnement occidentaux parce qu'on les voit pas, si vous voulez. Mais on sait qu'il y a eu des manifestations monstres en janvier, donc vraisemblablement ces gens-là existent toujours. Ils n'ont pas tous été massacrés. En tout cas, nous suivons en ce moment des événements avec des bombardements très puissants opérés à la fois par l'Israélien et les Américains. Écoutez cette courte séquence. Isaac Barchicha, vous êtes avec nous aussi, vice-président des Républicains à l'étranger, grand soutien du président Trump. Est-ce que vous restez convaincu qu'il faut aller jusqu'au bout de cette opération, en dépit évidemment de ces hésitations du destin? On voit qu'on est au 30e jour et on va parler évidemment de tous les obstacles qui se présentent. Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux ? Aujourd'hui, il y a une guerre. La guerre, c'est pas joli. On ne sait pas si les images qu'on nous remonte de Téhéran sont vraies ou falsifiées ou arrangées ou autres. On sait très bien qu'il y a une grosse propagandaire. On sait que c'est une guerre de communication, une guerre du fake news. Il est évident qu'on voit le système de défense en Israël et ce qui cause. Alors on se dit, mais ce qui tombe en Iran, ils n'ont pas de système de défense. Ça voudrait dire que probablement la population est encore plus chez elle pour se protéger. La guerre, malheureusement, continue. Mais il y a des objectifs à atteindre. Donald Trump, malgré les éléments de langage qu'il envoie, il ira jusqu'au bout. S'il y a une porte de sortie via le Pakistan qui lui est favorable, pourquoi pas s'engouffrer? Mais pour l'instant, il veut gagner du temps pour essayer de positionner. Et vous savez que quand on voit ces images dans le noir, c'est aussi une façon d'avancer ses pions et probablement aussi d'avancer quelques militaires qui s'engouffrent sur le territoire iranien. C'est le moment de citer l'immortel Jacques Chirac, les emmerdements volent en escadrille. Là, il y a pour les Américains et pour les Israéliens un certain nombre d'ennuis qui s'accumulent. Évidemment, l'image emblématique, c'est l'AWACS. L'AWACS frappé, c'est un avion, c'est un des plus chers, c'est un des plus importants. Dites-nous un mot de ça, cette image qui est tellement symbolique, qui montre effectivement que la République islamique d'Iran, le temps peut-être joue pour elle. Alors, l'effet militaire est médiocre, c'est-à-dire qu'un AWACS, ils en ont d'autres, ça les empêchera pas de continuer les opérations. L'effet politique, la photo est pas bonne, véritablement, pour les États-Unis, qui nous expliquent qu'ils ont aplati, complètement oblitéré l'Iran depuis des jours, le régime, il n'y a plus d'armée, il n'y a plus rien. Or, on voit qu'ils sont capables de continuer à taper sur une base d'Arabie Saoudite. Avec, en plus, cette question, qui est une question militaire, que je me suis immédiatement posée, c'est que faisait un AWACS aussi près de l'Iran, en face de l'Iran, en face du Golfe Persique, alors qu'il peut venir de très très loin parce qu'il vole pendant des heures. Il a une autonomie fantastique, et donc il y a quand même un problème, je dirais, d'excès de confiance pour avoir stationné des avions à haute valeur ajoutée, stratégiques, qui coûtent des centaines de millions d'euros, aussi près du théâtre. Ça donne le ton, n'est-ce pas, de ce 30e jour. Rappelez-vous, il y a 20 jours, on aurait montré cette image, on aurait dit c'est de l'intelligence artificielle, c'est de la propagande iranienne. Là, hélas pour les États-Unis, c'est une vraie image. Oui, c'est vrai que
Comme dirait Bourvil, il marchera beaucoup moins bien maintenant, cet avion. Mais ce qui est quand même impressionnant, c'est que cet avion, il n'a pas été atteint pendant le combat. En fait, c'est ça le paradoxe, c'est que les Américains, et je pense à juste titre, disent que ils ont réussi avec les Israéliens à complètement démanteler les défenses anti-aériennes iraniennes. Donc effectivement, comme le dit le général Richoux, il y a un problème de manque de prudence, il y a un problème d'insuffisante protection des bases, mais jusqu'à présent, les avions perdus, c'est celui-là qui a été effectivement touché au sol, et je crois trois avions qui ont été touchés par des tirs fratricides, par des Koweïtiens. Voilà, par des Koweïtiens. Ils ne font pas une entrée en matière très brillante. Les Koweïtiens qui avaient oublié de mettre leurs lunettes pour essayer de reconnaître l'avion ami ou ennemi. Alors, regardez, pas nous interrompre, on prend tout de suite Gaëtan Powys qui nous rejoint parce que vous avez je vous donne juste la parole, Guillaume, pardon, mais qu'on ait entendre le point de vue strictement technique avec vous, Gaëtan Powys, comment est-ce que c'est possible? Cette image-là paraît tellement inouïe, on est là vraiment, c'est les bijoux de famille de l'armée américaine qui sont frappés par l'Iran. Oui, tout à fait. Depuis plusieurs dizaines d'années, les AWACS, les E-300 de l'US Air Force, ce sont à chaque fois les cœurs de toutes les opérations aériennes de l'US Air Force. Alors bien évidemment, tout le monde voit cet énorme radar de 9 mètres de large qui se trouve au-dessus de l'appareil. Donc c'est un énorme avantage sur le terrain puisque ça permet de détecter en haute altitude n'importe quel gros appareil à plus de 500 km de portée, ce qui est énorme. Mais en plus de ça, et on l'oublie bien souvent, c'est aussi et surtout un poste de commandement aéroporté. C'est là que toutes les informations sont centralisées. C'est de là que chaque appareil sait où il doit aller parce que, par exemple, une menace aérienne a été détectée, eh bien, on va diriger des avions qui ne sont peut-être pas au bon endroit. Ou inversement, il faut effectuer une frappe au sol. D'autres avions sont disponibles. Ils sont spécialisés dans ce domaine. Ils sont dirigés vers cette zone. Donc c'est le cerveau de toutes les opérations aériennes américaines. Et actuellement, il y en a 6 qui sont déployés au Moyen-Orient. Il y en a désormais plus que 5. Attention, 5. Il y en a peut-être qui sont en entretien ou autre. Donc voilà, c'est une perte qui est quand même significative, même si elle n'empêche pas la fin de toutes les opérations aériennes, bien évidemment. Guillaume. Oui, les Américains ont probablement d'autres AWACS, mais c'est vrai que ils ont peut-être besoin là du savoir-faire des Ukrainiens en matière de défense anti-missile, anti-drone. Encore que vu l'impact, c'est peut-être plus un missile qu'un drone, mais je suis pas un spécialiste. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est vraiment un symbole de la puissance américaine, ces AWACS. Même les Français qui aiment pas beaucoup acheter du matériel américain, je crois qu'on en a 4 dans une base à Havord qui est près de Bourges. Donc c'est un savoir-faire qui est unique, et le fait qu'ils aient comme ça pu le laisser avec une protection insuffisante ou à une distance insuffisante de l'Iran, ça montre quand même qu'il y a une forme peut-être de précipitation dans le déploiement de ce dispositif américain. Comment expliquer la puissance? Je vous donne tout de suite la parole. Regardez les images sur Israël, puisque les missiles iraniens, non seulement, et les drones, atteignent vraiment des objets très importants de l'armée américaine, mais aussi, là, on est à Beersheva. Aujourd'hui, haut de bombardement d'aujourd'hui. Stéphane. Tout ça reflète quand même une grande partie de l'intoxication qui a eu lieu conjointe entre les Israéliens et les Américains, reposant sur un certain mépris militaire à l'égard de l'Iran. Combien de fois est-ce qu'on a dit que leur armée était complètement caduque, que les avions dataient des années 70, que leurs missiles, on n'en ferait qu'une bouchée, et que de toute façon c'était des missiles de qualité moyenne. Alors qu'en réalité, on commence à découvrir quelque chose, c'est que l'Iran est une puissance balistique de premier plan, à la fois dans la qualité de ses missiles, dans la qualité de la fabrication, dans la qualité de ses ingénieurs, et aussi dans la diversité des vecteurs qu'elle peut emmener. Vous avez raison, je me rappelle les spécialistes qui nous montraient, ils arrivaient avec la courbe en disant regardez, il y a de moins en moins de missiles tirés, CQFD, voilà, l'Iran s'écroule. Ah non, pour l'instant non. Et ils ont su faire, excusez-moi, ils ont su faire une stratégie de massification au départ de la guerre avec énormément de vecteurs peu efficaces, en gardant pour la fin le meilleur, et le meilleur est tombé sur la wax. C'est Isaac Barchicha, est-ce que vous avez péché par présomption? Non, je pense qu'encore une fois, tout ça est stratégie. C'est-à-dire que personne ici n'a dit, ou les Américains n'ont pas forcé, personne n'a ignoré le fait que les Iraniens avaient un stock d'armement
assez nombreux, assez élevés, assez importants. D'ailleurs, probablement, encore beaucoup sont cachés dans les tunnels et dans les bunkers. Par contre, on constate quand même que cette stratégie des Iraniens de tirer un peu partout, là où ils peuvent tirer, parce que derrière, ils n'ont aucune volonté de faire une guerre dite normale, quand on parle du droit international, ou des cibles acceptables. Ils vont taper là où ils peuvent taper, parfois avec précision, parfois sans précision, et ça montre aussi qu'ils sont capables. On s'attendait pas à ce qu'ils envoient des cartons. Non, franchement, des cartons d'invitation. Mais ça montre qu'ils sont capables de faire mal. Ça montre qu'ils sont capables de faire mal, et de faire mal là où. Et je pense aussi que c'est aussi une façon de piquer Trump, qui, à mon sens, va maintenant se réveiller et faire la vraie guerre. Se réveiller J'attends de voir ça. Ouais, qu'est-ce qu'il va nous faire de plus il envoie des hommes. Il envoie des hommes déjà. On attend, c'est déjà comme ça depuis. Mais vous êtes militaire, vous savez que ça se prépare. Nous sommes dans la 5e semaine et il nous a déjà expliqué que tout était oblitéré, que là il y avait plus de capacité iranienne, qu'il y avait plus de pouvoir politique parce qu'il y avait plus de militaires, parce qu'il avait tout rasé, qu'on était au niveau N- je ne sais pas combien, qu'il y avait absolument plus de puissance militaire et que la guerre était en train d'être terminée et quasiment gagnée. Et c'est pas ce qu'on observe aujourd'hui. On voit quelques missiles par-ci ou par-là. 5e semaine de guerre. Alors on va voir. Qui cause des dégâts. On peut tout de même se demander si Israël n'avait pas sous-estimé justement la vitesse à laquelle les capacités de la part de la République islamique d'Iran de reconstruire ses stocks de missiles après cette guerre des 12 jours de juin 25. Parce que Israël les a reconstitués, ces stocks. Mais visiblement, la République islamique d'Iran les a reconstitués aussi. Et puis on voit bien surtout qu'il n'y a pas besoin d'énormes salves de missiles iraniens ou d'attaques de drones iraniens sur le Golfe ou sur Israël pour semer la panique. En tout cas, je vous remercie. Ils sont déjà dans la panique. Je vous remercie parce que vous faites tous la démonstration du pourquoi il fallait la guerre. Moi, je pose une oui, question, parce que vous prouvez que qu'ils ont une capacité de reconstruction d'armes qui sont très dangereuses en très peu de temps. Donc Israël joue son existence et les États-Unis, fallait rentrer en guerre. Et merci pour cette démonstration. L'aspect technique vraiment avec vous, Gaëtan Powys. Comment est-ce possible, vraiment, quand on voit ces images-là, et on va voir d'autres images où les missiles iraniens assez sophistiqués parviennent quand même, alors qu'on s'imaginait, comme on le disait tout à l'heure, que ça allait être décroissant? Eh bien, alors concrètement, les frappes diminuent, mais l'efficacité de celles-ci augmente. On a vraiment des coups, pour ainsi dire, des coups fumants au niveau des Iraniens sur des cibles, dans ce cas-ci, dans ce qui est montré sur des bâtiments, mais l'AWACS qui a été montré précédemment, il y a eu un ou plusieurs, j'attends toujours la confirmation pour les numéros 2 et numéro 3, radar TPY2, donc vraiment, il y a vraiment une augmentation, mais il faut aussi le rappeler, chaque défense antiaérienne, chaque système antimissile n'est pas efficace à 100%. En revanche, ça n'excuse en aucun cas, pour revenir sur l'AWACS et ce qui vient d'être dit en plateau, que les Américains ont aligné leurs avions les uns à côté des autres, sachant très bien qu'ils étaient à portée de missiles et de drones. Et de fait, si un ravitailleur explose à côté de l'AWACS comme ici, c'est peut-être tout simplement l'explosion des ravitailleurs qui a permis la destruction de l'AWACS, ou inversement d'effectuer différentes frappes ciblées l'une à côté des autres, alors que quand on regarde en Ukraine, par exemple, les avions sont dispersés, les aires de taxi sont tout à fait écartées les unes des autres, alors qu'on a des images satellites de cette même base de Prince Sultan où les avions sont, encore une fois, les uns à côté des autres. Donc j'ai entendu les États-Unis vont se réveiller, ça fait quand même 5 semaines que ça dure. Gaëtan, expliquez-nous aussi ce qui se passe en Israël même. Là, on voit les images du jour. Si on remonte le fil des derniers jours, il y a à chaque fois, souvent au milieu d'une rue. Là, c'est pas des frappes c'est pas visé. On voit bien que ça retombe. C'est souvent les missiles à sous-munitions. Mais enfin, quand même, c'est assez sophistiqué. Moi, je me rappelle les guerres du Golfe où les Irakiens envoyaient les Scud, et on se moquait à l'époque. On disait que c'était des vieilles casseroles soviétiques, ce qui était un peu vrai. Là, c'est pas des vieilles casseroles soviétiques. On est quand même à un stade plus sophistiqué. Comment est-ce possible? Eh bien, ça fait que, justement, les Scud ne font partie que d'une partie de l'histoire des missiles balistiques iraniens. Aujourd'hui, l'Iran détient plus d'une vingtaine, voire même une trentaine de missiles balistiques différents parce qu'à chaque fois, ils ont développé et ils se sont préparés. Ce n'est pas le premier affrontement historique entre la République islamique d'Iran et les États-Unis dans la région, mais à chaque fois, ça s'était limité. Il y a eu quelques tirs de missiles balistiques
c'était il y a 6 mois, en juin-juillet. Mais en dehors de ça, c'était plutôt des escarmouches avec des mines, par exemple, ou avec des attaques sur des plateformes pétrolières. Mais globalement, il n'y avait pas eu d'échange de missiles balistiques importants. En revanche, il y avait cette menace. Et l'Iran s'est préparé depuis des dizaines d'années en développant, parfois même avec la Corée du Nord, par exemple, à développer de nombreux missiles balistiques de différentes portées. Et de fait, aujourd'hui, on en arrive à énormément de munitions, énormément de systèmes différents qui sont utilisés contre Israël et les pays dans la région du Golfe. Vous dites sur le plateau, on comprend que c'est la mère des batailles. L'Iran s'est préparé. Au fond, tout revient à ça. Elle s'est intensivement préparée militairement, politiquement, tout. Oui, elle se prépare effectivement depuis des décennies, comme Gaëtan Powys le dit, et puis encore plus depuis les attaques contre les installations nucléaires au mois de juin l'année dernière. On était conscient du développement du programme balistique iranien parce que dès 2003, quand les négociations ont commencé, on voulait limiter le programme balistique iranien. Ils ont toujours refusé. Ils n'ont accepté de parler que du nucléaire. Et 20 ans après, on en est encore là, puisque Donald Trump voulait parler du balistique. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que personne ne tire les leçons des guerres précédentes. Je veux dire, on n'a pas tiré les leçons de ce qui s'est passé en Ukraine, où les Russes avaient sous-estimé les Ukrainiens dans un premier temps. Les Ukrainiens ont sous-estimé également les Russes, qui ont développé leur programme balistique également et les drones. Et là, il n'y a pas de réaction suffisamment forte. On n'a pas d'intercepteurs de drones, alors que les Américains observent depuis 4 ans le déroulement de la guerre en Ukraine. Regardez, Israël prend des coups, mais Israël en donne, y compris contre un allié de l'Iran qui est le Hezbollah au Liban. Voilà, ça, ce sont les derniers bombardements sur le Liban, avec des déclarations de Benjamin Netanyahu qui montrent que, même si, on le verra, son armée souffre d'un certain nombre de limites, il est en train de multiplier les fronts et les offensives. Écoutez-le ce soir. Au Liban, j'ai désormais ordonné que la zone de sécurité existante soit encore élargie afin de contrer définitivement la menace d'invasion et d'éloigner les tirs de missiles de notre frontière. Oui. Voilà, votre regard sur cette guerre de Netanyahou. Il est en train, alors qu'une grande partie du monde lui dit « attendez, ça se passe mal, etc. », de dire au contraire, Guillaume Roquette, non, moi je vais aller jusqu'au bout de mon opération, de mes opérations. Oui, parce qu'effectivement, Netanyahou nous l'avait déjà montré au moment de la guerre à Gaza. Il est capable, il aime avoir plusieurs fronts en même temps, ne serait-ce peut-être que pour essayer de dépasser les critiques, y compris d'ailleurs les critiques à l'intérieur d'Israël, en ayant une offensive tous azimuts. C'est vrai que là, le Hezbollah s'est entre guillemets réveillé après les premières frappes israélo-américaines sur l'Iran, et il y a eu à nouveau des tirs depuis le sud-Liban. Et moi, je comprends Netanyahou qui dit mais est-ce qu'il y a un moment il va falloir en finir? Je veux dire, je vous rappelle que le gouvernement libanais s'était engagé à démanteler l'appareil militaire du Hezbollah. Je rappelle que ça fait des dizaines d'années qu'on est supposé avoir une force de l'ONU qui sécurise la frontière nord d'Israël au sud du fleuve Litanie, et que c'est malheureux, ils sont enfermés dans leur casemate, et que le Hezbollah continue à pouvoir balancer ses munitions sur Israël. Donc effectivement, Netanyahou se dit c'est la sécurité d'Israël avant tout, et par la force s'il le faut, y compris d'ailleurs en violation des lois internationales, puisque ça n'est pas le Liban qui a demandé à l'armée israélienne de Mais pénétrer. la sécurité d'Israël, Guillaume Roquette, se dégrade. Chaque année, elle se dégrade un peu plus. Ça fait 25 ans qu'il y a une guerre. Des guerres sont de plus en plus rapprochées. Les missiles que tire le Hezbollah sur Israël sont de plus en plus puissants. Il y a encore moins d'un an, Benjamin Netanyahou a expliqué qu'il avait anéanti la force balistique du Hezbollah. Or, il ne l'a pas anéanti. Donc, la situation de sécurité d'Israël, vue d'Israël, devrait être perçue par les Israéliens comme une catastrophe, en dépit de l'air des airs guerriers que se donne Netanyahou.
Oui, mais dans ce cas-là, vous faites quoi? Le problème, c'est que vous allez négocier avec le Hezbollah en disant, allez, on est en train de bonne volonté, on va déposer les armes de part et d'autre. Vous avez eu le 7 octobre. Donc, effectivement, il y a une espèce de spirale dans la réaction israélienne qui est de plus en plus violente, de plus en plus brutale, mais je pense qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas le choix. Avançons sur les informations très importantes qui arrivent de plus en plus sur les précisions, notamment le Washington Post les donne, d'engagement de troupes au sol, c'est-à-dire plus précisément des forces spéciales et de troupes d'infanterie. Le Pentagone se prépare à plusieurs semaines d'opérations terrestres qui pourraient impliquer des raids menés par des forces spéciales et des troupes d'infanterie. Parlez-nous de ce scénario, Général Richoux, où on comprend de plus en plus que il y aura des engagements très importants, même si ce sont des engagements commandos, ils seront de première importance. Opération vraisemblablement ponctuelle, limitée, précise. Et là, on parle bien de raids, vous voyez. Quand on a 15 ou 17 000 hommes, on peut pas envahir un pays, ça n'est pas possible, on le voit très bien. Je rappelle qu'en Irak, il y avait 200 000 Américains, et puis le reste, la coalition, elle devait faire au moins 450 000 personnes, et l'Irak n'a pas la taille de l'Iran. En revanche, on peut saisir effectivement un certain nombre d'objectifs précis, comme les îles du détroit d'Ormuz, vraisemblablement. Ça, c'est faisable. Ça ne veut pas dire rétablir la liberté de circulation, mais on peut les saisir. On peut saisir l'île de Cargue, on peut se saisir d'aéroports, on peut se saisir d'un port, on peut se saisir d'un point particulier que l'on veut. On peut essayer d'aller chercher aussi le nucléaire avec les fardeaux de 2 fois 220 kilos par île qui sont répartis maintenant. Donc il y a un certain nombre d'opportunités, mais qui resteront précises et qui ne résolvent absolument pas le problème de la chute du régime. Est-ce qu'on est en train de préparer l'opinion? Cette lettre a eu beaucoup d'écho au lieutenant Anderson, commandant des réservistes des marines. Il dit: nos forces sont actuellement engagées dans des opérations liées à l'Iran et sont positionnées pour préserver la stabilité en Occident. Nos ennemis ont leur mot à dire et une mobilisation massive pourrait devenir réalité. L'histoire exige notre disponibilité aujourd'hui, demain et chaque jour. Ça résonne comme préparez-vous. Oui. Ça prouve aussi que Trump, il est sérieux dans ce qu'il fait. Il va jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on lui a reproché souvent des actions express, rapides, pour se glorifier et autres. Là, il voit que peut-être que la phase 1 n'a pas bien fonctionné, c'est-à-dire une phase où on va leur tomber dessus au niveau militaire aérien. Je reconnais qu'ici, certains militaires avaient dit, mais si vous voulez vraiment aller à bout du régime, il faut envoyer des hommes de l'infanterie sur place. Isaac Barchicha vous fait des concessions, c'est très rare. Je suis pas militaire, mais je reconnais que achetez-les à bon prix. Ils n'ont pas toujours raison, mais de temps en temps, il faut bien. Voilà, il faut bien. Avouez qu'il est trop bon, avec vous. On s'entend très bien. Mais il n'a pas toujours raison, je précise quand même. Mais donc du coup, on est sur une phase 2 où il va y avoir 12 à 15 000 hommes qui sont soit déjà sur place, soit ils arrivent. Et là, on va voir comment on va sécuriser certains détroits. Peut-être que le drapeau américain sera planté. Et là aussi, l'image sera renvoyée très fort. Est-ce que vous y croyez, pardon de nous interrompre, mais la formule que vous venez d'utiliser, le drapeau américain sera planté. Est-ce que les opinions se retournent, C'est Paul Morand qui dit personne comme une foule sait retourner son opinion d'un seul coup. Non, c'est le moment de les Américains sont plutôt contre la guerre. C'est le moment de bascule. Est-ce que d'un seul coup, ils peuvent être au contraire fiers s'il y a une opération réussie de leur héros? Il n'y aura pas d'opération, il n'y aura pas de drapeau américain planté. Non, ça, sûrement pas. C'est pas les Américains ne sont pas en train d'envahir l'Iran. Sur l'île de Cargue, par exemple. Oui, mais ils s'installent temporairement. Ça serait une opération temporaire, voilà. Il y a 40 000 soldats américains dans la région. Il va en avoir peu ou prou 10 000 de plus. C'est pas ça qui va faire provoquer une opération militaire majeure. Rappelez-vous, Michou le dit tout le temps. À la mort de Ben Laden, par exemple. Chose, et il n'y aura pas de drapeau planté parce que justement les Américains ne veulent pas s'embourber dans quoi que ce soit. Ils savent ce que ça veut dire. À la mort de Ben Laden, la fierté qu'il y a eu chez beaucoup d'Américains de ces forces spéciales qui sont effectivement techniquement bonnes, qu'on approuve ou non politiquement. Maduro aussi, l'opération Maduro. Oui, bien sûr, ils sont même. Mais ça marche quand vous avez un objectif extraordinairement précis et pointu, ce qui n'est pas la caractéristique de Trump. Changement de régime, c'est pas pointu comme objectif. C'est un gros morceau. Ça fait des années, des décennies que tous les présidents américains veulent attaquer l'Iran, et c'est lui qui a eu, pour pas dire autre chose, le courage. Le courage qu'il a eu de le faire. On sent, vous avez raison, Isaac, on sent que Donald Trump va être sans doute obligé de le faire. Finalement, il a essayé de négocier, ça n'a pas marché. On ne sait pas vraiment pourquoi. Il y a encore, d'ailleurs, il a bombardé, ça n'a pas marché. Il a bombardé, ça n'a pas marché. Donc il est finalement obligé de. Non, c'est pas complètement être d'accord avec vous. C'est en tout cas poser cette question, bien évidemment, que toutes ces troupes ne sont pas envoyées pour finalement repartir sans rien faire. Donc des opérations vont avoir. Je voudrais juste ouvrir la parenthèse. L'AWACS qu'on a parlé tout à l'heure devait être mise au rebut fin 2026.
C'était une information. Et donc vous dites cette petite information. Les Iraniens ont fait le ménage. Ils vous envoient Voilà, ils ont aidé à Regardez, accélérer Isaac Barchicha, le renouvellement de la flotte. Barchicha est tellement propagandiste, tellement bon propagandiste. Ils nous soutiennent ils vous ont offert la casse. Voilà, sans facture. Vous êtes trop fort. Ils sont trop bons. Non, mais, en fait, le problème, c'est que même si c'est une opération réussie sur le détroit d'Ormuz, sur les petites îles, sur Karg, je veux dire, c'est pas une réussite américaine pour autant, parce que en fait, le détroit d'Ormuz était libre avant, donc on restaure quelque chose, mais c'est pas une victoire par rapport aux objectifs initiaux. Et puis ça ne garantira pas la liberté dans le détroit d'Ormuz de détenir les îles. Il faut. C'est pas du tout la même problématique. Hein, et cela étant, les guerres ne sont jamais fraîches et joyeuses. Hein. Il y a notamment le spectre des otages. À Téhéran se multiplient les messages sur le thème. Nous vous attendons et nous prendrons des otages. Le titre du Tehran Times, hein, Bienvenue en enfer. Tous ces gens, la République islamique d'Iran, c'est une tradition pour elle de prendre des otages français, américains, etc. Si elle a un soldat américain en main, elle en fera un maximum. Bien sûr, il y a évidemment le précédent de l'ambassade, où au départ c'était des étudiants islamistes qui, juste après la révolution et le retour de Khomeini en 79, avaient cerné l'ambassade des États-Unis, et on s'était demandé pendant, je crois, plusieurs jours si le régime allait ou non valider cette prise d'otage. Et finalement, Khomeini avait dit c'est une excellente idée. Ça avait duré 444 jours. Je rappelle ça parce que quand certains avec des pudeurs de jeunes filles disent mais quand même cette agression américaine ne respecte pas le droit international. Veut dire quand un pays souverain prend en otage le personnel d'une ambassade pendant presque un an et demi, c'est pas non plus de nature à être un cas d'école de droit international. Vous pensez qui est pudeur de jeunes filles sur ce plateau? Je pense au général Richoux par exemple. Mais moi, je veux simplement rappeler. Vous l'avez entendu? Vous l'avez entendu? Pourquoi c'est moi? Il vous a provoqué. Il vous a provoqué. Même pas Nicolas en particulier, mais je veux dire, il était effectivement, on est d'accord que il a dit ceux qui parlaient de droit international avaient des pudeurs de jeunes filles. Mais moi, je suis toujours pour le droit international. Combien même les crapules ne le respectent pas, je suis pour le droit international. Point. Parce que c'est la seule boussole qu'on ait au monde. Je suis pour le droit à l'intérieur de la République. Je suis pour le droit à l'extérieur de la République. Voilà, c'est mon pilier et c'est ma boussole. Moi, je pense que le droit international, c'est comme la politesse. C'est-à-dire que ça marche avec des gens bien élevés. Oui. Mais effectivement, quand vous avez des voyous en face de vous qui disent ça, c'est peut-être votre règle, mais moi, je la respecte pas, à mon avis, on se met en position d'infériorité. Le droit international, je rappelle encore, parce que souvent on le dit, mais on a des généraux, des militaires ici, 58 militaires français tués à cause du régime. Qu'allez-vous dire aux familles de ces gens-là, pour le droit international, on n'y va pas. Qu'allons-nous dire à tout ce peuple iranien qui souffre, dont on a uniquement quelques images? Je rappelle qu'on n'a pas tout, on n'a pratiquement rien de ce qui se passe sur place. Donc le droit international, je veux bien, moi je suis d'accord sur le papier. Mais dans la réalité des faits, quand on a un régime comme celui-ci, kamikaze, fou, suicidaire, dont la marque de fabrique, on le dit, nous annonce, on va kidnapper des soldats, on va foutre le bazar là, on peut foutre le bazar. Moi, je suis désolé, à un moment donné, il n'y a plus de droit international, ou au contraire, c'est ça aussi le droit international. Le droit international, c'est la légitime défense. Quand on a eu 58 militaires qui sont morts dans Drakkar, on avait le droit de riposter. Et on a fait face à la lâcheté du président de la République, c'est tout. Et on l'a pas fait. Et le droit international nous donnait l'autorisation et même le devoir de... Général Richoux, quand vous parlez de la lâcheté du président de la République, c'est lequel? Mitterrand. François Mitterrand. Bien sûr. Il n'a pas vengé dans le sang. Qui n'a pas vengé nos soldats. Il aurait pu tirer. Alors on a fait un truc en leur expliquant que vous évacuez et puis on va tirer. Non, effectivement. Mais c'est pas dans le droit international. Le droit de légitime riposte existe. Donc vous confirmez que les Américains, depuis 47 ans, ils ont le terrorisme qui les suit à cause de l'Iran. Ils se font insulter. Mais moi, je ne suis pas un défenseur de l'Iran. Donc le droit international leur permet justement d'attaquer. Il me semble que les États-Unis ne sont pas en guerre avec l'Iran, à la différence d'Israël. Les États-Unis sont pas en guerre avec l'Iran. Donc je vous insulte toute la journée. Je veux votre mort, mais je suis pas en guerre avec vous. Le président Trump l'a dit, on n'est pas en guerre. Il a dit qu'il n'était pas en guerre. Il appelle ça une opération militaire quasiment spéciale. J'ai pas le droit de dire guerre. Parce que si c'était une guerre, il devrait demander l'autorisation du Congrès. Et vous le savez très bien. Donc c'est pas une guerre. Donc vous voyez, serrons de plus près vraiment d'un point de vue militaire, technique, si j'ose dire, ce qui va se passer là. Regardez notamment ce qui est en train d'arriver. La 82e armée, division aéroportée, les forces spéciales, c'est le groupe aéronaval Tripoli, le groupe aéronaval Boxer
expliquez-nous techniquement voilà, comment peut se dérouler maintenant, avec les informations supplémentaires que nous avons, celles du Washington Post en particulier, quand ils disent raid mené par des forces spéciales et des troupes d'infanterie, mais pendant plusieurs semaines. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Bon, d'abord, c'est des troupes qui ont des capacités très très diverses. Par exemple, les Marines, typiquement, je les imagine pas aller prendre cargue au bout du Golfe Persique, parce que si vous voulez entrer avec le porte-hélicoptère amphibie, il faut une force aéronavale, et là vous tombez dans le piège, vous franchissez les détroits. Ils arriveront toujours à les franchir, et il faut aller tout au bout sur 800 km, c'est pas réalisable. En revanche, les Marines, ils sont à mon avis, ils sont équipés pour pouvoir saisir les îles des détroits. Par exemple, ça me paraît très à leur portée. Les parachutistes et les forces spéciales, l'île de Karg vraisemblablement. Une unité de parachutistes comme l'Airborne, un très gros aéroport, ils pourraient saisir un très gros aéroport pour permettre à des unités de deuxième échelon d'atterrir et de renforcer la tête de pont. Ça, c'est possible aussi. Alors quel aéroport? Certainement pas à Téhéran, c'est beaucoup trop loin, mais faire quelque chose comme ça, vraisemblablement. Vous voyez, ils ont des capacités, je crois qu'il a encore la poignée de l'éventail, il y a des capacités qui sont très diverses, elles seront vraisemblablement pas tout à fait employées ensemble. Il a, à mon avis, le spectre, le couteau suisse qui lui permet de choisir l'option qu'il veut. Donc je traduis le langage non militaire que je suis. Les Américains ont une force militaire très importante. Ils en ont fait la preuve, la démonstration dans leurs plusieurs opérations. Je rappelle qu'il y a 45 000 soldats américains sur le sol européen. Ils forment énormément d'autres armées. Les Européens travaillent bien dans le cadre de l'OTAN, notamment avec les Américains. Donc ils ont envoyé la crème de la crème ici pour des missions très précises qui, on le souhaite, réussiront et justifieront peut-être pas l'envoi d'autres militaires. Alors oui, mais alors c'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif? Moi, je vais vous le donner l'objectif. Déjà, si on sécurise le détroit d'Ormuz, c'est pas mal. C'est pas suffisant. Mais c'est pas suffisant. Mais c'est un excellent début. Suffisant. Mais après, il se passe quoi? Moi, je dis, and so what après? C'est pas tout. So what, je vous rappelle que les Émirats Arabes Unis, je sais pas si vous avez quand vous êtes sur la plage, vous faites quoi? Alors, vous avez vu que les Émirats Arabes Unis, quand même, comment on dit ça, on freeze. Ils ont gelé 503 milliards d'actifs des Iraniens. Ils leur ont enlevé ce fameux visa gold que Trump faisait pour lui. Et donc ça veut dire qu'il y a des actions. Mais qui vous vont se mettre en sécuriserez place. jamais le détroit d'Ormuz. Jamais. Tout simplement parce qu'il suffit d'un missile à 30 000 $ pour vous empêcher de le faire. Et qu'il est à portée de missile. Sur un pétrolier à 500 millions d'euros. Comme c'était pas possible d'attaquer Khamenei et toute sa bande en quelques minutes. Non, mais ils ont été ciblés dès le premier jour. Ça, c'est sûr. Mais si on vous avait vendu ici sur le plateau, si on vous avait dit qu'il est possible dans un bunker ou dans un immeuble. On aurait dit oui. La plupart ils disent c'est pas possible. On a dit c'était difficile. Moi j'ai dit c'était difficile. J'ai jamais dit. Là vous dites aussi c'est difficile, je pense. Non, je dis que ça. Alors là, moi je vous dis, rouvrir le détroit d'Ormuz par la force, c'est impossible. Voilà. Expliquez-nous, général. Avant de parler du but, des buts, puisqu'il y a éventuellement le nucléaire iranien, il y a éventuellement même des opérations commando dans Téhéran. Regardez certains matériels qui sont amenés, en particulier le A-10. Qui est cet avion d'appui au sol et l'hélicoptère Osprey. Là, on est dans dans l'aviation d'appui à ce qui se passe au sol. Bon, alors les A-10, ce sont des avions que j'ai connus dans ma jeunesse et puis que j'ai vu en Afghanistan en action. Donc c'est des avions véritablement d'attaque au sol. C'est des chasseurs de chars absolument redoutables qui volent pas très vite, mais qui virent carrément sur l'aile comme ça et qui sont capables d'aller tirer n'importe quelle cible au sol. Et puis alors ça, c'est des avions, ça plutôt pour déposer les commandos, c'est-à-dire que ça vole comme un avion et puis ça se pose comme un hélicoptère. Donc l'A-10, voilà, ça c'est l'avion qu'on voit là. C'est des avions, ils vont être retirés du service, mais c'est un chasseur de chars absolument hors pair. Donc quand vous dites chasseur, c'était vos ennemis, vous étiez l'homme des chars, vous, hein? Oui, moi j'ai dans les blindés, mais j'ai manœuvré contre eux et je peux vous dire que si ça avait été la vraie guerre, je serais plus là. Et à l'époque, les Américains étaient de notre côté. Parce que j'ai vu un A-10 piquer sur mon char, j'étais lieutenant. Et voilà. Comment ça marche exactement l'A-10 quand vous dites piquer sur votre char, c'est-à-dire il pique et puis au canon il tire, il arrache tout. Je vois pas l'intérêt là dans la configuration contre la République islamique. Ça dépend les troupes qui sont au sol parce que ça permet d'attaquer les troupes au sol mais de manière tactique. C'est pas un avion qui va aller attaquer les objectifs de manière stratégique, les centrales. Et c'est le moment de rappeler que Guillaume Roquette ici présent a servi dans les chars. Oui, c'est ça. C'est le tankiste Guillaume Roquette. Non, mais moi j'ai effectivement jamais vu d'A-10, mais ce qu'on m'a appris, c'est que c'est les avions qui sont blindés, donc qui sont assez bien protégés et qui peuvent voler
à basse altitude et à faible vitesse. Donc effectivement, c'est vraiment pour terminer le travail. C'est-à-dire que les chasseurs bombardiers, enfin, ils sont de beaucoup plus haut, donc ils prennent pas de risques, mais ils peuvent pas appuyer des hommes au sol. Mais ça, c'est des chasseurs de contact, c'est au niveau tactique. C'est-à-dire que moi, je me souviens très bien. C'est-à-dire, d'abord, je les ai vus en Afghanistan, dans les montagnes, ça fait comme ça, c'est absolument extraordinaire. Quand je l'ai vu, c'était fini. Je l'ai pas entendu arriver. Vous étiez déjà arrivé en rase-motte et c'était terminé. Voilà, c'est un avion qui a une maniabilité absolument extraordinaire. Qu'on comprenne bien, ça veut dire que les troupes sont au sol et immédiatement au-dessus, c'est bien ça. C'est pas très haut, c'est immédiatement au-dessus. Il peut épouser le terrain et puis il vire sur l'aile comme ça. Il a une maniabilité d'un hélicoptère quasiment. C'est ça, exactement ça. Et donc il fait et c'est un chasseur de chars, c'est un chasseur de contact de terrain, pas du tout un chasseur de cibles stratégiques vers l'arrière, etc. D'ailleurs, il y a des Black Hawk là, UH-60 qui sont en train d'être déployés. Des hélicoptères. Des hélicoptères, justement, parce qu'on parlait d'hélicoptères. Non, mais ça, c'est des hélicoptères de transport. De transport pour déplacer les militaires. Oui. D'ailleurs, le cauchemar d'opérations ponctuelles, d'opérations spéciales comme ça pour les Américains, c'est pas tant le souvenir de la prise d'otage à l'ambassade américaine, c'est plutôt la Somalie. La Somalie qui, en quelques jours, a chassé l'Amérique de ce pays. Enfin, donc politiquement, ils sont ultra vulnérables. Ouais, c'est bien d'être pas... Et une opération au sol, c'est la plus dangereuse dans ce domaine-là. Donc vraiment, il est sur la pointe du risque, Trump. Il peut pas se permettre de ne rien faire. Mais on peut pas se permettre de rater. Mais il peut pas se permettre de rater. Il n'y a pas le choix. Surtout que si c'est des opérations commando, ça veut dire que c'est pas la sécurisation d'une zone très étendue. Donc il faut que les commandos puissent se poser, puis après il faut qu'ils puissent repartir. Donc le danger il est double. Oui, il est double. Mais généralement les opérations commando c'est pas fait pour rester. C'est-à-dire on atteint un objectif, on enlève, on détruit. Et on repart. Si on se saisit de l'île de Karg ou bien des îles du Détroit, vraisemblablement, c'est pour rester plus longtemps. C'est pour prendre un gage dans les négociations et peut-être pour que Trump puisse expliquer regardez, je me suis saisi des îles du Détroit, j'ai gagné la guerre et maintenant, je délègue à Israël la suite des opérations. Voilà, ce deuxième appareil qu'on voit ici, l'Osprey. J'aimerais vous entendre aussi sur l'Osprey qui est visiblement dans cette configuration de combat. Oui, parce que c'est un avion hélicoptère, c'est-à-dire que là, il est dans le dispositif hélicoptère, et donc ça veut dire qu'il peut se poser, atterrir et décoller verticalement pour aller notamment poser des soldats, y compris s'il n'y a pas de piste d'aéroport. Et une fois qu'il est en l'air, les réacteurs qu'on voit là, c'est pas les réacteurs d'ailleurs, c'est les hélices, pivotent et hop, ça devient un avion. Et donc ça veut dire que ça a ça peut voler beaucoup plus longtemps qu'un hélicoptère. Donc il y a les avantages des deux, c'est-à-dire la maniabilité de l'hélico au décollage et à l'atterrissage et la portée d'un avion. Est-ce qu'on arrive aux limites de la puissance américaine? Ce qu'on vit là est fascinant parce qu'il y a un suspense en termes de rapport de force. Beaucoup d'indications arrivent sur le fait que, par exemple, la consommation des Tomahawk est à la limite du supportable. Plus de 850 missiles Tomahawk ont été tirés en un seul mois, la plupart dans les premiers jours, c'est le Washington Post qui le dit. La cadence fait peser un risque sur la disponibilité des stocks de ces missiles essentiels dans le dispositif militaire américain. Oui. Tout se passe comme si c'était pas un plan tranquillement qui se déploie. Une espèce d'urgence américaine à maîtriser la situation avec des stocks limites. Si vous rajoutez à ça le fait que les Américains ont été obligés de faire venir d'Asie des unités militaires considérables et des équipements militaires considérables, au point de se brouiller presque avec la Corée du Sud. Moi, je me souviens, quand j'étais à Washington, la grande doctrine au Pentagone, c'était être capable de mener conjointement 2 guerres majeures. Aujourd'hui, on a l'impression qu'une seule guerre majeure, mais les Américains ont limite de capacité. Donc, parce qu'ils veulent pas s'impliquer trop. Pour pas perdre d'hommes. Voilà. Et alors pour les Tomahawk, 850 consommés, ils en fabriquent 90 par an. Voilà. À un prix de 3,6 donc vous voyez tout de suite que c'est un dixième de ce qu'il faut. Va augmenter la cadence, on fait 4000 par an. Oui, mais alors pour augmenter la cadence, prend du temps. Voilà. C'est pas la théorie de Thierry Breton sur ce plateau tout à l'heure qui parlait de la guerre asymétrique et le problème des flux, c'est-à-dire que les Iraniens produisent beaucoup plus à moindre coût par rapport à parce qu'ils sont préparés. Et puis un missile a un effet stratégique et politique qui est infiniment supérieur à un missile américain. C'est-à-dire que quand il y en a un seul qui tombe sur, par exemple, la base de Beersheba, eh bien, l'effet, ou bien que ça détruit un AWACS, l'effet politique est 1000 fois supérieur à le bombardement de Téhéran pendant une nuit complète. Mais ça, c'est une preuve de plus, Darius, que les Américains ne s'étaient pas préparés. Depuis la guerre du Golfe en 1991, les Tomahawks sont extrêmement utilisés
utilisé, extrêmement prisé. Et donc là, savoir que on est déjà un quart du stock disponible utilisé, ça, évidemment, ça pose des questions. De la même façon, on a des problèmes de part et d'autre, côté Israël aussi, d'intercepteurs. Alors que les Iraniens, dont on nous dit qu'ils n'ont plus de missiles, qu'ils en tirent beaucoup moins, certes, mais ce qu'on nous dit pas, c'est que leurs capacités ont été totalement annihilées, parce que sinon on le verrait. C'est pas vrai. Et on ne dit pas aussi ce qu'ils ont fait avec, parce qu'on n'a pas d'image de ce qui se passe en Iran. En tout cas, ce qu'ils font est suffisant pour déstabiliser tout le monde. On va recevoir dans quelques instants, et restez bien avec nous, des images assez saisissantes à l'intérieur de Téhéran, parce que Téhéran est bombardé, et en même temps, le régime, voilà, cette espèce d'hydre du régime qui arrive à terroriser cette population, mène des opérations de répression très importantes. Mais je vous donne la parole d'abord. Oui, non, je voulais rappeler que quand Zelensky avait insisté pour obtenir des Tomahawks des Américains, le Pentagone avait répondu « on n'en a pas assez, on les garde pour nous ». Et en plus, c'est vrai. Et on ne les croyait pas à l'époque. Oui. Et en oui, plus, c'est vrai. Oui, on ne les croyait pas. Oui, ça paraît impensable. On vit dans l'idée, peut-être d'ailleurs c'est la première désillusion occidentale, on vit dans l'idée quand même que les Occidentaux sont toujours là et que le reste du monde est là. C'était quand même longtemps notre idée. Hein. Là, ça vacille. Bah oui, ça vacille. Et puis les Occidentaux, ça vacille. Enfin, ce qui vacille, c'est l'ordre international. Donc là, en l'occurrence, c'est les Occidentaux, les Américains, qui ont pris l'initiative de cette guerre. Donc et c'est vrai que les généraux français disaient un petit peu la même chose quand on voulait prendre trop d'équipements de protection. Mais là, c'était dans une optique purement défensive, parce qu'ils nous disaient regardez, les tensions montent en Europe. Si on donne tous nos dispositifs de protection antiaérienne aux Ukrainiens, on pourra plus protéger la France. Et là, Trump, c'est pas pour se protéger, c'est pour attaquer. C'est la différence avec nous. Mais Trump dit aussi, on veut pas tout donner. On peut pas tout donner. Marco Rubio le dit pas Trump, mais c'est la même chose. Je me rappelle 91 diplomates américains qui m'avaient dit avec beaucoup de fierté, voilà, c'était la preuve, il avait dit la guerre froide prenait fin et ce qu'on a fait en Irak, c'était la preuve de tout ce qu'on, je le cite, mettre sur la gueule des Russes. Là, c'est un peu plus incertain. On voit que la puissance américaine qui est employée. Le vrai problème, c'est que on s'est planté sur le format. C'est-à-dire qu'une puissance continentale, c'est pas une puissance même maritime. Ils ont une façade maritime, bien sûr. 90 millions d'habitants. 90 millions d'habitants, 1,8 million km². On prétend donner l'assaut avec 3 porte-avions. Forcément, ça marche pas. Regardez ce qui se passe pour l'instant dans Téhéran. C'est comme ça. Il est 2h30 de plus, je crois, dans Téhéran. Bombardement très intense. Tenir la rue et à terroriser la population. Correspondant la fête de la musique. Fonctionnaire d'État iranien. Voilà, l'image est très forte. On comprend bien que pendant que Téhéran est bombardé, les gardiens de la révolution, ils sillonnent, ils patrouillent avec de la musique et des slogans pour dire soyez bien avec nous, nous devons résister. Oui, absolument. Et ils tirent sur les gens qui, aux fenêtres, crient des slogans anti-régime. Oui. Cette image est terrible parce qu'on comprend que pour l'instant, ce régime est bombardé, mais tient la rue. Oui, là, il y a absolument. Alors, c'est qu'une image. D'abord, on est sûr qu'elle est prise maintenant. Oui, là, ces dernières heures, ce soir. Voilà. Donc, il y a quand elle a été prise. Mais le fait est, c'est que ce que nous dit notre correspondant, c'est que la rue est toujours tenue, malgré là-bas toutes les strates -1, -2, -3, -4 que vante Donald Trump au quotidien. Si ce régime est toujours en place, il y a quand même une forme d'échec. Parce que véritablement, en tout cas pour Israël, c'était véritablement fait. Comment est-ce possible ? Moi, je prends toujours cette comparaison. Je me rappelle à la chute de Ceausescu, à un moment donné, les soldats qui abaissent l'arme parce qu'ils ne veulent pas tirer dans la foule, ou bien quand le mur de Berlin est tombé, les Vopos. Là, non, ils tiennent bon, ils sont là, accrochés. Parce que là, vous avez mentionné deux pays, il s'agissait de l'armée. Or, là, d'abord, ces images, ce sont les gardiens de la Révolution. Donc, on a un double système. On a les gardiens de la Révolution qui, une fois de plus, on le répète, s'étaient préparés, et notamment par le biais d'une décentralisation, sont capables de continuer à rester nocifs. Et puis, en parallèle, on a l'armée iranienne, dont tout le monde attend des défections. Je rappelle que Stéphane Goldin, qui est un militaire de Tsahal et qui a commandé des unités d'élite, n'a pas cessé de nous dire sur ce plateau que justement ce qui allait faire la différence, ça serait ces défections. Elles ne sont pas encore survenues.
Sinon, on le saurait. Donc, pour le moment, l'armée n'a pas fait défection. C'est pour ça que le régime, les gardiens de la révolution, sont toujours là. Et la puissance des bombardements sur Téhéran. D'insister sur la décentralisation, qui est la clé de la force. C'est comme une toile d'araignée, on s'enfonce dedans. La mosaïque. Mais elle ne casse pas. Oui. Je vous donne on va poursuivre tout de suite, mais écoutez pour comprendre ce qui se passe en ce moment, ce soir dans Téhéran, les bombardements en cours. Il fait chaud, là. Général Richoux, les bombardements dans la ville de Téhéran, qu'est-ce qu'ils bombardent encore? Expliquez-nous, puisqu'on se rappelle évidemment, premier jour, ils bombardent, ils tuent Khamenei. Oui. Ensuite, ils ont bombardé un certain nombre de sites des gardiens de la Révolution, etc., etc. Là, qu'est-ce qu'il y a à bombarder encore? D'abord, c'est une vraie question, parce qu'au bout d'un mois, sur Téhéran, normalement, les cibles devraient déjà être atteintes. Ensuite, on peut penser quand même que beaucoup de centres de pouvoir qui ont été bombardés se sont déplacés. Par exemple, la télévision a été aplatie, mais la télévision, ils émettent toujours, donc ils émettent bien de quelque part. Donc il faut trouver où. Ensuite, les Pasdaran gouvernent, les militaires commandent, puisqu'il y a du ciblage qui est structuré. Donc je pense que au fur et à mesure où ça se déplace, il faut trouver les bons trucs. Et ensuite, il y a c'est plongé dans le noir. Donc toutes les centrales électriques, là visiblement, il y a bombardement des infrastructures énergétiques de la ville. Donc tout ça, effectivement, eh bien, ce sont des objectifs qui sont presque inépuisables en fait. Mais général, vous parliez des cibles, vous disiez qu'elles devaient être atteintes, mais Donald Trump, Donald Trump, hier a dit qu'il restait 3525 cibles à atteindre. Ouais, c'est ça. 3554. Oui, voilà, c'est ça. Mais ça vous a semblé un chiffre complètement bidon. Voilà, bidon. Bidon. Alors, bidon pas. Il ne peut pas dire il n'y a plus de cibles, parce qu'à ce moment-là, son échec est patent. C'est comme s'il le signait. Donc il y aura toujours des cibles. Voilà. Moi, je trouve ça très amusant de parler de Trump. Pourquoi pas? Mais et en tout sérieux, quand on voit ces images de propagande du régime et qu'on parlait de droit international, de négociation, mais comment voulez-vous négocier? Comment voulez-vous parler avec ces gens? Ce qu'on oublie aussi derrière, c'est qu'au début, peut-être, la guerre était vraiment US-Israël contre l'Iran. Mais là, derrière, moi, j'en suis convaincu que la Chine et surtout la Russie transmettent un certain nombre d'informations de manière très concrète à l'Iran, ce qui permet aussi peut-être un ciblage plus précis. C'est ce qu'on voit pour ce qui se passe en ce moment. Et concrètement, c'est peut-être aussi une guerre qui va peut-être déborder si on n'arrive pas à calmer et si l'Amérique n'arrive pas tout de suite à reprendre le dessus sur cette guerre et marquer son territoire, alors drapeau, pas drapeau, mais en tout cas en envoyant des contingents de militaires et essayer de renverser la tendance en montrant que les Iraniens, en fait de compte, c'est un régime fou. C'est un régime fou. Vous pouvez pas envoyer votre aviation bombarder un pays et ensuite demander le calme. C'est complètement absurde. C'est la dissuasion. C'est la dissuasion. Vous mettez une grosse claque et après maintenant on discute, puisque de toute façon on a prouvé que les discussions qui avaient lieu depuis de longues années. C'est encore de discuter là, donc pour mais attendez. Et là ça discute. Mais ça discute. Alors le Pakistan essaye de faire quelque chose. On ne sait pas où ça va amener. Moi personnellement, j'en suis convaincu qu'avec les Iraniens, il n'y a pas de négociation possible. Mais on voit bien que concrètement, la dissuasion était sur la table, elle n'a pas fonctionné avant la guerre, elle peut continuer maintenant. Comment les Américains peuvent-ils hâter les choses? On a, dans quelques instants, on sera en direct à Washington sur les préparatifs de troupes au sol. Il y a les préparatifs de troupes au sol, il y a Téhéran plongé dans le noir, avec des bombardements considérables. L'électricité a été coupée donc dans une partie de Téhéran. Le président Trump a menacé de frapper les centrales électriques en Iran si Téhéran ne rouvre pas le détroit d'Ormuz. Là, il y a une forme de chantage. On essaye de faire plier le régime de Téhéran, Sylvie. Oui, mais le chantage, Donald Trump l'a utilisé très souvent, mais les Iraniens n'en ont cure en réalité, parce que précisément, ils ont frappé des installations dans les pays du Golfe et ils vont continuer, c'est-à-dire ils ont même dit avant c'était œil pour œil, dent pour dent. Maintenant, au contraire, il y a une surenchère dans les représailles. Et donc, je suis pas sûre que ces menaces de Donald Trump fonctionnent bien. Surtout que, en général, ces menaces sont accompagnées d'ultimatums. Et les ultimatums reculent. Alors, le dernier ultimatum en date, je crois qu'il date de vendredi. Et c'est le 6 avril. Oui. Voilà, donc c'est bien, on a gagné du temps. Cela dit, là où je trouve Trump est intéressant, c'est que quand il dit, pour l'instant,
Et c'est la vérité. Je n'ai pas frappé les installations électriques. Il n'a pas frappé non plus sur l'île de Karg. Là, oui. Là, on a l'impression que c'est dans le noir, là. Oui, mais toute façon, j'imagine, je suis pas du tout un spécialiste, mais que il y a forcément des coupures de courant quand il y a des bombardements, parce que il y a des lignes à haute tension qui sont touchées, mais pas forcément les centrales électriques. De la même façon que sur l'île de Karg, il a frappé les réserves de munitions, la piste d'atterrissage, mais pas il voudrait avoir un pays en fonctionnement de raffinerie. Exactement. Et donc regardez, ça veut juste dire que il a encore de la marge. Regardez, à l'instant, le CENTCOM, donc le commandement central américain, a publié les photos qu'on va voir maintenant, qui donnent un peu le ton de cette montée en puissance de l'armée américaine en direction d'une opération terrestre. Voilà, ces photos que vient de publier le commandement central américain, avec des légendes extrêmement guerrières sur le ton d'une opération au sol imminente. Alors c'est un équipage d'un... Alors faites-nous l'explication. C'est les Tomahawk. Alors c'est les Tomahawk et puis c'est l'UH-60 Black Hawk. C'est un Black qui se Hawk, oui. prépare au décollage dans l'opération Epic Fury. L'UH-60 est le principal hélicoptère utilitaire de transport moyen de l'armée américaine, utilisé pour le transport de troupes. Oui, j'ai volé là-dessus au Kosovo pas mal. Oui, à l'époque, on était des amis et on l'est toujours. On l'est toujours, non, bien sûr. Et on volait en Black Hawk. Oui, c'est un appareil de transport qui est plus gros que les hélicoptères français. Les États-Unis donnent des signaux. Hein. Oui. Là, ce signal, parce que c'est un hélicoptère précisément de transport de troupes. De transport de troupes. Donc ça, c'est typiquement des hélicoptères qui permettent de véhiculer des troupes aéroportées ou bien des troupes commando, au choix, véritablement. C'est-à-dire que les troupes aéroportées, elles vont le saisir d'un point, puis les troupes commando, elles vont être larguées pour une mission particulière et ensuite s'extraire. Et nous sommes en direct avec vous, je vous donne tout de suite la parole. Justine Jankowski, vous êtes à Washington. Ce dernier signal, hein, on sent bien, pendant que vous parlez, on va voir ces images que les États-Unis eux-mêmes sont en train de produire, comme un signal non dit. Hein. On n'est pas encore au stade de l'annonce exacte, mais les images parlent d'elles-mêmes. Oui, et d'ailleurs, je viens de voir aussi un tweet de la Maison-Blanche. Cette photo, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, qui dit « Les forces américaines sont à pleine capacité ». Donc, on a vraiment le sentiment que l'administration américaine tente de montrer qu'elle a toujours l'ascendant, tente de rassurer la population ici aux États-Unis. Ce qui est sûr, c'est que Donald Trump va devoir prendre rapidement une décision parce qu'il a la pression des images. D'abord, vous l'avez montré tout à l'heure, il y a cette photo de cet avion de l'armée américaine détruit par une frappe iranienne qui a beaucoup circulé ici dans la presse américaine. Forcément, ça envoie pas un très bon message. Et puis, hier, il y a aussi eu les funérailles de l'un des 13 soldats tués dans cette guerre en Iran. Donald Trump, il est aussi pressé par son propre camp. On sait que publiquement, la majorité des républicains le soutient, mais la presse rapporte qu'il reçoit en privé des coups de pression de certains élus républicains qui lui disent de terminer cette guerre et d'éviter, si possible, d'envoyer des troupes au sol, même si désormais il a 50 000 soldats américains dans la région. C'est 10 000 de plus qu'en temps normal. Une porte-parole de la Maison-Blanche a dit encore récemment que le président américain privilégierait toujours la diplomatie. Donc c'est vrai que nous aussi, on est un petit peu ballottés entre ces deux options, la voie diplomatique et l'option d'une intervention militaire. Merci beaucoup, Justine. Attardons-nous sur ces images, sur ces dernières informations, enfin, ces images qui sont données par le commandement central américain. Par le CENTCOM. Mais oui, ce sont des images. On voit bien que finalement, quand on peut pas contrôler l'issue de la situation, on n'a que deux options. C'est soit aller vers le compromis, c'est évidemment ce que Donald Trump ne veut pas, on l'a bien vu, soit augmenter la tension, faire pression de plus en plus. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Depuis un certain nombre de semaines, on voit bien qu'il y a une hésitation, mais comme les troupes n'arrivent pas en 5 minutes sur place, que là, le navire Tripoli, là, amphibie, il est au Japon, je crois, d'habitude. Oui. Donc il est arrivé au Moyen-Orient aujourd'hui. Quant au porte-avions Ford, qui était celui qui avait travaillé au Venezuela, il a eu des problèmes, donc il a été fait des réparations en Crète. Là, on l'a vu, je crois, hier au large de la Croatie. Personne ne sait s'il va rester sur le théâtre d'opération ou pas. Mais il y a quand même c'est un grand nombre d'hommes
pas suffisants, dira le général Richoux, qui sont en train d'être bougés, transportés d'un endroit à un autre. Donc, on peut penser qu'il y aura des opérations imminentes. Mais ça ne nous aide toujours pas à dire pourquoi faire et surtout, est-ce qu'il y aura un changement de régime ? C'est pas parce qu'il y aura ces opérations spéciales de commando qu'il y aura de changement de régime. Comment se prend la décision ? Mitterrand disait le diamant de la décision, la pointe de diamant de la décision, c'est le président des États-Unis d'Amérique qui prend la décision finale. Est-ce que même Trump, d'après vous, a une forme de vertige, disons là, parce qu'il risque la vie de centaines d'hommes ? C'est tout à fait autre chose que d'envoyer un avion X ou Y. Oui, mais il s'était posé la question une fois, d'ailleurs, parce que je ne sais plus pour quelle intervention il a demandé combien d'hommes risquaient d'être tués, et il avait renoncé à cette opération-là. Et c'est vrai que s'il y a des morts, dans un pays qui a quand même eu cette doctrine zéro mort, c'est-à-dire on fait des bombardements aériens et on n'envoie pas de troupes au sol, justement parce que c'est dangereux, c'est très risqué pour lui. Ça, il le sait très bien. Mais la décision, vous avez un conseil de défense et vous avez toutes les options sur la table et des recommandations. Surtout face à un pays dans lequel mourir est une valeur. Donc là, ça fait Il n'y a pas de peur de mourir. Non, il n'y a pas de peur de mourir. La fierté. Et le pire étant même pas la mort des soldats, parce que là, il y en a déjà eu, mais c'est effectivement la prise en otage, des tortures. Ils se souviennent de la Somalie, comme Stéphane Marchand l'a dit tout à l'heure. Moi, j'étais à l'ONU à l'époque quand c'est arrivé, et ça a été un traumatisme incroyable, et c'est pour ça qu'ils ont décidé de ne plus jamais intervenir dans une mission internationale. Est-ce que vous êtes américain, franco-américain, hein, Isaac, je suis toujours frappé sur ce plateau, Galguer-Fenwick, qui pourtant est de l'autre camp que le vôtre, hein, il est très opposé à Trump, dit les militaires aux États-Unis, c'est sacré. C'est-à-dire, dans une file d'attente, quand à l'aéroport, on laisse passer d'abord les militaires. Là, il va y avoir une émotion très forte de ce qui va se passer là. Les militaires, c'est toujours la nation. C'est le consensus autour d'une nation, qu'on adoube ou pas la politique du président. Il a été élu pendant 4 ans, ça tourne, démocrate, républicain, mais les militaires, c'est sacré aux États-Unis, et quelle que soit la cause, quelle que soit la mission pour laquelle ils ont été envoyés et parfois perdre leur vie, ils ont le respect de toute la nation, qu'on soit de gauche ou de droite. On n'est jamais passé par la case ringard. Vous racontez toujours, général Richoux, qu'en France, il fut un temps où aller en uniforme dans la rue, on se faisait moquer. Hein. Moi, je suis entré en service en 1980, les gens ricanaient. Je veux dire, se déplacer dans la rue, c'était vraiment d'un ringard absolu, à l'époque où les pacifistes étaient à l'ouest et les missiles à l'est. Oui, vraiment, il y a eu des périodes très compliquées. Il fallait être accroché pour être militaire à l'époque, oui. Là, c'est pas la tradition américaine. Il y a une espèce de fierté du soldat, du combattant qui est très forte, quoi qu'il arrive, quels que soient les camps, etc., par quelques marginaux. Et donc là, ce qui va se passer maintenant engage la nation américaine. Oui, mais il me semble que ce respect ô combien mérité pour les militaires américains, il est lié à la noblesse des missions de l'armée. Et souvenez-vous, quand l'armée américaine, qui a eu plusieurs centaines de milliers, je crois, jusqu'à 500 000 hommes au Vietnam, il y avait un mouvement pacifiste extrêmement puissant aux États-Unis. Et donc la question va se poser, à mon avis, assez vite de la nature de la mission. C'est-à-dire que dans une démocratie, le président de la République est chef des armées, mais c'est lui qui décide d'engager la guerre, mais il le fait sur un objectif. Et donc, en demandant aux militaires d'aligner les moyens nécessaires. Et là, ce qu'on comprend pas bien, c'est quel est l'objectif du président Trump. Qu'est-ce qu'il va leur dire là à ces soldats, ces gens qu'on voit là? Est-ce que c'est juste de libérer un petit confetti dans le détroit d'Ormuz pour pouvoir faire des belles images avec un drapeau américain planté et après on s'en va? Ou bien est-ce que c'est de faire tomber le régime iranien? C'est pas très clair. Ou alors là, ça serait un coup exceptionnel de récupérer les 444 kilos d'uranium. Ça serait vraiment un commando. C'est-à-dire aussi fort que le premier jour de la frappe, le premier jour de la guerre, quand ils ont tué le guide suprême. Mais les Iraniens le savent. Bien sûr. Les Iraniens le savent. Ils ont certainement pas gardé les barils dans un camion garé, groupé. Regardez là. Saisir et sortir du pays. Le ton de fierté de la Maison Blanche. 10 000 cibles militaires iraniennes touchées à ce stade. Alors, on sait qu'il y a une part de c'est un slogan, ça. Tout le monde fait la sienne, mais on est dans un. On pourrait dire 10 000 cibles touchées et pas de résultat. On pourrait ajouter ça, finalement. Non, 10 000 cibles touchées, il en reste 3 350, comme l'a dit le président. Ça, c'est si on écoute
Donald Trump. Absolument. Non, ce qui est très difficile, c'est que on voit mal effectivement aujourd'hui l'objectif militaire, parce que encore une fois, intervenir autour du détroit d'Ormuz, c'était pas un objectif de guerre initial, puisque la question s'est posée après l'intervention américaine. Les 440 kilos d'uranium enrichi, ça paraît extrêmement difficile. Et c'est pareil dans la négociation. Qu'est-ce qu'il peut obtenir de plus que ce qu'on a appelé le JCPOA, c'est-à-dire l'accord nucléaire de Barack Obama? C'est-à-dire que s'il n'y a rien justement sur cet uranium enrichi, on ne voit pas ce que peut apporter non plus la négociation. Et pendant ce temps, la République islamique arrive à porter des coups qui sont très inattendus, très imprévus et très spectaculaires. C'est la destruction de l'AWACS américain et circonstance aggravante du point de vue des États-Unis, cette sur la base Prince Sultan en Arabie Saoudite, le Wall Street Journal donc cite les responsables américains et arabes, la base a été touchée par une attaque conjointe, missiles et drones. Alors d'abord il y a des blessés américains et tout est compliqué dans cette histoire-là, y compris le fait que les États-Unis en sont à faire reculer des soldats. Il y a presque là une blessure d'honneur, d'orgueil. Alors d'abord ça coûte des centaines de millions. Mais les Américains enlèvent un certain nombre de leurs soldats de ces bases parce qu'ils se disent qu'ils sont plus en sécurité dans un hôtel que sur la base. Ça paraît fou. Oui, mais il y a surtout péché d'orgueil au début, c'est-à-dire sous-estimation de l'adversaire, où on croit qu'on peut être à proximité du front, qu'on ne risque rien. Moi, je rappelle que sur toutes les bases qui sont un petit peu fortifiées, il y a des merlons entre les appareils pour que quand il y en a un qui est touché, les autres ne soient pas touchés. D'après ce que nous dit Gaëtan, qui a vu visiblement des photos satellites, les avions ont été rangés les uns à côté des autres, comme à l'aéroport de Roissy. Donc ça pose un véritable, ça pose un problème. C'est-à-dire ils ont sous-estimé carrément l'adversaire et il y a un problème de sécurité qui s'est posé. Alors recherche de bunkers, ils sont obligés de reculer. C'est quand même. Il y a un côté improvisation. Oui. Le département de la défense des États-Unis cherche maintenant, c'est le de la guerre d'ailleurs, recherche des entreprises capables de fournir rapidement des bunkers préfabriqués et transportables pour protéger les troupes au milieu du conflit en cours avec l'Iran. Non, mais ça paraît quand même. Ça veut dire que 1000 milliards de dollars de budget. Oui, ça veut dire qu'au début, l'appareil était inadapté, ils n'ont pas engagé la bonne guerre, ils ont cru que bombarder, ils capitulent. Voilà, parce que peut-être que Israël leur avait vendu ça, c'est possible aussi, en leur disant ils sont mûrs, ils vont tomber comme un fruit mûr, c'est possible. Mais il y avait un côté mécanique qui n'est pas arrivé, et donc aujourd'hui on se retrouve avec un appareil qui est obligé de s'adapter. Les troupes au sol n'étaient pas prévues, elles mettent plus d'un mois pour arriver. Si elles avaient été prévues, elles seraient là depuis le début du conflit. C'est la preuve qu'ils pensaient qu'une opération aérienne suffirait. Pour revenir à cette base Ben Sultan, c'est en Arabie Saoudite, c'est très très important. L'Arabie Saoudite, c'est le cœur de la stratégie de Trump au Moyen-Orient. Un accord entre Israël et l'Arabie Saoudite, c'est le cœur des fameux accords d'Abraham. Et donc, si les Iraniens arrivent à ouvrir une brèche entre les Saoudiens et les Américains, ça, ce serait une très 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 belle opération diplomatique. On est là dans l'impensable. C'est-à-dire, l'image qu'on voit là, elle est ouverte, n'importe qui peut l'avoir sur Internet, on est d'accord. Oui, vraisemblablement. Mais en revanche, le fait de pouvoir toucher un avion AWACS, qui est une des perles, ils en ont combien 16 Je crois qu'il y a 19, non, me semble-t-il que je... En tout cas, une vingtaine. Pas beaucoup plus que 20. Ils n'ont pas beaucoup plus que 20 de ces avions, et c'est vraiment une espèce de tour de contrôle volant des opérations américaines. Ils disaient 6 sur le théâtre. Ouais. Mais il faut noter quand même que l'AWACS était quand même parqué sur la piste d'atterrissage, au décollage, tout à gauche, alors qu'il y a une dizaine d'avions en plein milieu qui n'ont pas du tout été touchés. Donc ce qui laisse quand même à supposer, c'est que soit, coup de bol, ils ont tapé l'AWACS sans faire attention, soit c'était un message qui était envoyé pour vous dire, regardez ce qu'on est capable de faire, attention pour le reste. Mais expliquez-nous comment ça se fait. Là, c'est notre chef d'édition, Quentin Briand, il n'est pas militaire professionnel, il est très très brillant chef d'édition, mais il n'est pas militaire professionnel. Oui. Il a fait ça, voilà, ça c'est son image à lui. Ok, ça, les Iraniens peuvent le faire. Ça, c'est un aéroport civil, mais ensuite, comment se fait-il entre ça et puis le fait qu'ils arrivent à envoyer un missile à combien de kilomètres? On est quand même très loin de l'Iran. Il y a quelques centaines de kilomètres, de toute manière. Comment est-ce possible? C'est possible, ils sont en face. Ils sont en face. Et puis peut-être. Non, d'abord il faut du renseignement. Attendez, il y a peut-être. Il y a le renseignement russe. Je pense que le président Trump. Le président Trump n'a pas dû se satisfaire de cette explication-là. Oui. En face. Mais d'abord, il vous a pas échappé qu'à la différence d'un porte-avions, une base, ça se déplace difficilement. Oui. Bon, alors celle-là, elle est un peu cartographiée, elle est un peu connue, et donc ce sont vraiment des glands s'ils connaissaient pas les coordonnées décamétriques de la gaz. Je répète, faites-moi le jeu de rôle. Je suis le président des États-Unis. Je vois ça sur Fox News, ou enfin j'espère qu'il est informé avant ça, et je dis à mes généraux, expliquez-moi comment c'est possible. Eh ben moi je bafouille.
Parce que j'ai pas d'explication. Moi, je dis qu'il y a un satellite d'un autre pays qui l'a aidé. Ah oui, ça peut pas. Parce que les Iraniens sont... Ah oui, ça peut. Non, mais il va y Iraniens, avoir des têtes qui vont tomber. Parce que les Iraniens, si vraiment ils voulaient le faire depuis le début, 30 jours, ils l'auraient fait au début. Là, ils ont de l'aide. Et c'est évident. Les Russes, peut-être les Chinois, dont on n'entend pas beaucoup parler aussi. Ils sont très discrets sur la question. Vous êtes dans vos petits souliers là. Là, il y a la version c'est les Russes. Non, mais il y a la version c'est les Russes, c'est les Chinois. Les avions il y a celui rangés sur la piste les uns à côté des autres. Attendez. L'incapacité à intercepter, c'est-à-dire le défaut de couverture antiaérienne de la piste, c'est absolument extraordinaire. Pourquoi ces avions sont-ils là ? Ils pourraient être 800 km en arrière. Ça vole 10 heures un avion comme ça. Gaëtan Powys, qu'est-ce qu'ils foutent là ? Qu'est-ce qu'ils me font là, juste en face de l'Iran ? Moi, je veux qu'on m'explique, c'est de la négligence. Veut voir derrière, au-delà de cette négligence, ce qui se passe derrière. Gaëtan Powys, aidez-nous, aidez-les surtout, parce que là, ils sont pas convaincants du tout. Hein. Encore une fois, je suis le président Trump, je vois ça. C'est insupportable. C'est-à-dire, ça n'est pas tolérable quand on a 1000 milliards de budget. Et lui sait ce que vaut $1, bientôt 1500. Expliquez au président des États-Unis comment c'est possible qu'un de ces avions soit détruit de cette façon-là. Alors, tout d'abord, le plus simple, c'est les systèmes antiaériens ne sont pas efficaces à 100%. Et de fait, il faut prévoir que vous allez avoir des pertes parce que un missile ou un drone va passer au milieu de la masse. Mais c'est vraiment n'importe quel système, même américain, même avec tout ce budget, ne sera jamais efficace à 100%. En revanche, vous prévoyez ce genre de pertes parce que vous devez prévoir... Même quelques éléments. On a même quelques éléments plus précis, puisque le Washington Post dit très exactement, ça a été une action conjointe, c'est le Wall Street Journal, action conjointe de drones et de missiles. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Comment ça s'est passé ? Décrivez-nous, depuis ce qui part depuis l'Iran à ceci. C'est un drone qui... Bien, concrètement, l'objectif, c'est de saturer les défenses aériennes. Quand vous cumulez les différents systèmes, chaque système n'est pas efficace, chaque système antiaérien, vous n'allez pas tirer un missile Patriot pour détruire un drone. Inversement, les drones vont peut-être essayer de cibler les différents radars des systèmes patriotes qui sont autour de la zone. Je ne sais pas s'il y a des systèmes patriotes sur la zone, mais je pars du principe que ce type d'appareil, comme expliqué par le général Richoux, est quand même assez important et de fait assez bien protégé. Et donc, vous avez ces différents drones qui vont essayer de taper les systèmes patriotes ou inversement les différents radars, postes de commandement pour diminuer leur efficacité. Et puis ensuite, vous pouvez avoir des frappes de missiles balistiques avec des systèmes anti-aériens, anti-missiles plutôt, qui ont été, du moins une efficacité qui a été diminuée. Mais il n'empêche, ce que je ne comprends pas, et le général Richoux l'a aussi rappelé, pourquoi est-ce que plusieurs avions ont été parqués l'un à côté de l'autre, quand bien même les Américains savent, après plusieurs semaines de guerre, que les Iraniens ont cette capacité de frapper à plusieurs centaines, à plusieurs milliers de kilomètres, avec soit des missiles balistiques, soit avec des drones, de manière très précise, comme ils l'ont déjà fait dès la première semaine, avec parfois un radar. Un radar, c'est pas bien grand, c'est quelques mètres. Alors là, vous voyez un énorme avion, c'est un avion de ligne, hein, concrètement, c'est la taille d'un avion de ligne qui arrive à être frappé par les Iraniens. Et donc, il faut faire des dispersions. Et bien, dans ce cas-ci, la dispersion n'était pas assez grande. Les avions étaient les uns à côté des autres, ou du moins pas assez éloignés. De fait, perte de différents avions. Isaac Barchicha. Alors, je parle à Darius Trump. Oui, allez-y. D'après certains de mes connaissances MAGA, il y a une thèse qui ressort, qu'il semblerait que c'est un coup de maître de Trump pour attirer MBS, qui, je rappelle, le porte-avions, Mohamed Salah, c'est en Arabie Saoudite, qui porte le nom de son grand-père, pour l'attirer à rentrer dans le conflit. Vous allez un donc peu il fort, a détruit 300 millions. Il aurait volontairement laissé détruire. Il faut parmi les différentes thèses. Mon cher Isaac, vous avez fait ma soirée. Je vous remercie, vous avez fait ma soirée. Là franchement, je pourrais bien dormir ce soir. Vous êtes magnifique, je vais bien dormir ce soir. Ça paraît un peu gros. Isaac Barchicha, mais bon, franchement. ça fait partie des thèses. Ce qui est très intéressant, ce qu'a dit Gaëtan, c'est les drones comme leur, pour attirer les missiles antiaériens, et ensuite le missile qui tire. C'est ce qui a été fait sur le Mosva en 2022. Cela étant, si on achète une partie de ce qu'a dit Isaac Barchicha, effectivement, là, parce que c'est quand même le sol, même si la souveraineté des pays qui ont des bases étrangères sur leur sol se discute, ça vaut pour l'Europe d'ailleurs, hein. Enfin, quand même, pour blessure d'orgueil.
pour comment s'appelle-t-il, Mohamed Ben Salman, c'est quand même son sol. C'est l'Arabie Saoudite. Oui. C'est pas ses avions. L'Arabie Saoudite est frappée, elle a été frappée plusieurs fois, et on a du mal à imaginer que cette frappe a été voulue. Cette destruction de l'AWACS a été voulue par les Américains, mais c'est vrai qu'ils peuvent s'en servir pour dire à leurs alliés, vous voyez bien que vous pouvez pas rester en retrait. Ce qui est nouveau d'ailleurs, c'est que il y a les déclarations contradictoires de l'Arabie Saoudite qui d'un côté dénonce des attaques inacceptables, qui dit qu'elle va se défendre contre l'Iran, et puis en même temps elle critique beaucoup les frappes côté israélien. Et c'est vrai que pour les Américains, s'ils arrivaient à avoir l'Arabie Saoudite qui entre ouvertement dans le conflit, ce serait un appui, pas forcément d'ailleurs un appui militaire direct, mais un appui financier, parce qu'il pourrait contribuer à payer la guerre. On assiste là à l'extension du domaine de la guerre, parce que là, c'est un bombardement très important sur le sol saoudien. Regardez les bombardements sur l'Arabie Saoudite en général. C'est-à-dire que là, il y a une espèce de feu roulant iranien jour après jour sur des installations pétrolières, sur des bases américaines, sur des cibles à Riyad. C'est extrêmement important. L'Arabie Saoudite, c'est un énorme morceau. Oui, mais justement, on peut quand même se dire que malgré toutes ces frappes, toutes les déclarations de Trump, eh bien, la République islamique d'Iran est encore très combative. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ça serait pas finalement, au lieu de penser que c'est le nombre de frappes qui importe, toutes les déclarations qu'on a sont par rapport au nombre de frappes, est-ce que ça serait pas plutôt l'efficacité de comment est utilisé l'arsenal? Et si les Iraniens utilisaient leur arsenal, justement avec ces essaims de drones et ensuite ces missiles sur des endroits particuliers symboliquement importants, ça ne faisait pas davantage de dégâts que ces nombres de frappes incroyables que les Israéliens, les Américains disent faire tout le temps. Les Saoudiens vont-ils entrer dans la guerre? Écoutez cette déclaration de Trump, c'est depuis le début de Trump 2, c'est peut-être une des plus extraordinaires. Il fait d'abord l'éloge de Mohamed Ben Salman, l'homme fort de l'Arabie Saoudite, le fils du roi, c'est lui qui va régner, il règne déjà en tête de c'est un fête. peu différent. Il fait son éloge et en même temps il dit, rapport de force, il est forcé, pardon, c'est ces mots, de me lécher le cul. Et les deux sont à écouter de façon très attentive. Écoutez. Il y a peu de temps, un homme dont nous venons de parler, le roi, le futur roi d'Arabie Saoudite, et j'apprécie beaucoup le roi d'Arabie Saoudite. Quel homme! Quand j'étais là-bas, nous avons tissé des liens. Il m'aidait à me lever. Il était un peu frêle à l'époque. C'était il y a longtemps. Et il va toujours bien. Et il me prenait par le bras pour m'aider à me lever quand j'étais assis à côté de lui. Et on m'a dit que c'était la seule fois où il avait jamais touché quelqu'un. Et il me prenait tout le temps par le bras et je me disais, je crois qu'il m'aime bien. Et il m'aimait bien. Et il m'aime toujours. C'est un homme formidable. Et passez-lui le bonjour. C'est un type bien, avec un fils formidable. Il y a peu de temps, nous étions ensemble. Et il m'a regardé et m'a dit, « Tu sais, c'est incroyable. Il y a un an, vous étiez un pays moribond. Maintenant, vous êtes le pays le plus en vogue au monde. » Il ne pensait pas que ça allait arriver. Il ne pensait pas qu'il serait en train de me lécher le cul. Vraiment pas. Il pensait qu'il serait juste un autre président américain raté, avec un pays en déclin. Mais maintenant, il doit être gentil avec moi. Dites-lui qu'il a intérêt à être gentil avec moi. Il n'a pas le choix. Voilà. Est-ce que c'est une forme de franchise et de rapport de force qui sera apprécié, ou bien comment est-ce que c'est vu? Mohamed Ben Salman, il faut rappeler, c'est pas un enfant de cœur, c'est quand même l'homme qui a découpé en morceaux, découper en morceaux le malheureux Khashoggi. Oui. Quand même, j'imagine qu'il a il a une fibre d'honneur assez marquée, j'imagine. Oui, peut-être rappeler, avant de parler sur le fond, sur la forme de la formule, traduire en français et dire lécher le cul, c'est assez amusant sur un plateau de télévision, mais je pense que... Quelle est la bonne formule? En anglais, c'est beaucoup moins... épouvantable qu'en français. En français, c'est inacceptable. Ça sonne mieux. C'est beaucoup plus acceptable en anglais. Voilà. Sylvie Berman. C'est du... Sylvie. Quelle est la bonne traduction? Non, mais c'est lécher les bottes. Voilà, c'est ça. C'est plutôt ça. Un peu moins. Tout à fait. Non. Et un peu moins vous avez raison, Sylvie. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Mais Isaac Barchicha. Ah oui, c'est des expressions qu'on utilise régulièrement, même au travail, entre collègues. C'est pas méchant. Puis c'est encore une fois. C'est lécher les bottes. Enfin, c'est pas méchant. C'est pas très très valorisant quand même. Disons. Non, mais c'est la nouvelle façon de faire de
c'est Donald l'anglais Trump, d'un ça, commun, c'est indéniable. mais c'est surtout que Trump il est normal en fait. Moi je pense qu'il parle comme tout le monde, et c'est ça qui plaît, même si parfois on le prend pour un rigolo, un clown, etc. Mais il parle comme tout le monde. Moi j'ai Et en jamais fait, parlé comme ça à mes hommes. Mais il n'est pas militaire, il n'est pas général. Croyez-vous que les hommes d'État entre eux ne parlent pas comme ça? Probablement, même sûrement. Mais c'est juste qu'il y a une figure extérieure. C'est-à-dire qu'il ose parler justement comme il parle à d'autres personnes en off, publiquement. C'est ça. Et c'est ça que beaucoup de gens aiment. Cela étant, le message subliminal, c'est moi, je connais ton père, toi, MBS. Moi, je connais ton père. Je suis du niveau de ton père. Toi, tu es un gamin et tu vas faire ce que je te dis. Parce que MBS, il ne fait pas ce que lui dit Trump. Il commence à prendre ses aises, à faire de la géopolitique régionale, à détruire le Yémen. Et je ne sais pas s'il détruit le Soudan aussi un petit peu. Qu'est-ce que ça dit sur la suite des opérations? Parce que, disons les choses, nous aussi, je ne sais pas si on lèche les bottes ou si on se fait lécher les bottes quand même. On vend beaucoup d'armements à Mohamed Ben Salman. Il discrimine les chrétiens. Là, on n'est pas... Voilà. Mais enfin, en même temps, il modernise, il est prospère, c'est un bon partenaire d'affaires. Il arrose de beaucoup d'argent en France. Il achète des clubs, il achète des gens, il achète... Au fond, est-ce qu'il va entrer dans la guerre? Au fond, c'est ça la question. Non. C'est pas... En fait, bon, il est là pour 30 ans ou 40 ans, compte tenu de son âge, et c'est pour ça qu'on est obligé, effectivement, de lui lécher les bottes. C'est ça, Sylvie. C'est la diplomatie, c'est ça. Non, c'est sûr. Maintenant, c'est compliqué pour lui d'entrer dans la guerre, parce que s'il était sûr du succès, je crois qu'il aimerait bien se débarrasser du régime des Mollahs qui démontrent... Ils le détestent, ils se haïssent. Et qui montrent qu'ils sont une menace pour les pays du Golfe. C'est surtout que en Trump, même temps, ce n'est pas encore une armée aguerrie, parce qu'ils se sont... Et pourtant, ils ont claqué du fric. En bon français. Non, mais... Franchement, s'ils ne sont pas guéris après tout ça, qu'est-ce qu'il leur manque? Le talent, la formation, l'entraînement. La formation, il faut des fondamentaux militaires. Je vais vous dire pourquoi. Il faut avoir l'habitude de faire la guerre et l'avoir fait dans le passé. Moi, je vais vous dire, moi, je suis d'une génération où j'ai des chefs qui n'avaient pas fait la guerre d'Algérie et nous, on a recommencé la guerre à partir de 1991. Eh bien, ces chefs-là nous ont transmis les savoir-faire parce qu'ils les avaient appris des gens qui avaient fait la Deuxième Guerre mondiale, l'Indochine et l'Algérie. Eh bien, pendant ces 20 ans là où ils n'ont pas fait la guerre, ils ont su nous transmettre les savoirs. Ceux qui n'ont jamais fait la guerre transmettent des savoirs tout à fait théoriques et n'ont pas du tout la même valeur opérationnelle. Et ça, c'est ça qu'on voit. Ce sont pas des combats. Ils ont beaucoup de moyens, 80 milliards. Je crois qu'il a un budget militaire de 80 milliards de dollars. Mais ça en fait pas des combattants pour autant. Mais, Darius, les Saoudiens, les Émiratis, les Omanais sont totalement dans un état de terreur vis-à-vis de l'Iran. L'Iran les terrifie. C'est un pays de 90 millions d'habitants. Eux, l'Arabie Saoudite pèse 30 millions d'habitants, mais à part ça, c'est que des petits pays totalement méprisés par les Iraniens, qui pensent que ce sont des Bédouins enrichis, des parvenus. Eux, la civilisation de 6000 ans. Donc l'équation psychologique est très, très, très de cette nature. La dimension de la haine, on oublie ça toujours en Europe, parce qu'en gros, on s'aime bien, il y a, comment on appelle ça, les échanges étudiants, machin, on aime bien les Espagnols, Erasmus, voilà. On s'aime tous bien, on boit des verres ensemble à Barcelone. En réalité, les Iraniens haïssent les Arabes et vice-versa. En gros, peut-être qu'on est un peu brutal dans la résumé, mais en gros, c'est ça, quoi. Les Iraniens les méprisent. Et les méprisent, ils considèrent que ce sont des sauvages, alors qu'effectivement, la civilisation perse est l'une des plus anciennes et l'une des plus illustres de l'humanité. Et puis, il y a une opposition religieuse entre chiites et sunnites. Et puis, il y a la peur que les Iraniens font sentir à leurs voisins, et à juste titre. Quand vous voyez leur arsenal, je crois on a déjà mis hors d'état de nuire des milliers de missiles. Apparemment, il en reste toujours autant. Mais les pays du Golfe, moi, ils me font penser à ces responsables politiques français. Il y en a de temps en temps qui viennent sur votre plateau, qui voudraient être président de la République, mais qui veulent pas faire campagne. Ben là, c'est la même chose. Ils aimeraient bien être débarrassés de l'Iran, mais ils n'ont pas envie de lui faire la guerre. Ils aimeraient gagner une guerre, mais sans la faire. Exactement. Et c'est pour ça que M. Trump est un peu énervé et qu'il en devient familier. Écoutez de quelle façon les Iraniens les provoquent, parce que la haine ou le mépris, comme vous voudrez, est tout à fait réciproque. Et là, on a un propagandiste de la télévision iranienne, il s'appelle Hossein Hosseini. Peut-être entendra-t-on davantage parler de lui, parce qu'il est vraiment un fer de lance. Il avait déjà été très remarqué. C'est un des plus nationalistes du régime, et là, on lui fait donner de la voix contre les monarchies du Golfe. Écoutez. Aujourd'hui, j'ai vu le ministre des Affaires étrangères d'un de ces pays du Golfe déclarer « Si l'Iran pense que nous ne riposterons pas, il se trompe lourdement. » Ces longues dents ressortaient clairement à l'image. Eh bien, je lui réponds « Ne t'avise pas de parler autant, sinon on te frappera si fort que tes dents sauteront et que tu devras te faire soigner, compris ?
Tu sais quel endroit on a pris pour cible, puisque tu as permis à l'ennemi d'utiliser ce territoire. Même le droit international nous donne le droit de le prendre pour cible. Alors, cache tes dents et arrête de dire que l'Iran ne devrait pas croire qu'on ne peut pas riposter. Voilà, vous avez entendu un cache tes dents et ils prennent argument du fait que le territoire a été utilisé, et ce qui est vrai, formellement, pour frapper l'Iran. Évidemment, ça va dans les deux sens. Hein. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai connu des diplomates iraniens. En général, ils sont parfaitement courtois. Leurs intentions. Sylvie, elle est catastrophée parce que elle était habituée au salon du Quai d'Orsay. Sylvie a été ambassadrice à Londres. Donc, elle avait les scones, les machins, les thés, etc. Et là, elle est au milieu de lécher le cul, cache tes dents, frappe tes dents. Elle nous a donné la bonne traduction. Non, tout ça est un peu sauvage pour vous, n'est-ce pas, Sylvie Berman? Non, mais je suis désolée, mais aux Nations Unies, on négocie. Il y a des gens avec qui on n'est pas d'accord. Mais ce ne sont pas des échanges d'insultes et on aboutit finalement au même résultat. En un mot, c'est exactement ce qui se passait dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On avait les diplomates, Sergei Lavrov, etc. Et puis on a Salaviov à la télévision. Donc c'est le Salaviov iranien. Voilà. Oui, c'est l'ère des réseaux sociaux. Vous êtes avec nous, Gaëtan Powys. Réaction là-dessus, sur le fait que, à tort ou à raison, habile ou mal habile, les Iraniens essayent d'attirer les Saoudiens dans la guerre. Ben, c'est toute la question, parce que effectivement, les Iraniens, comme de nombreux pays de la région, disposent d'armements qui sont très perfectionnés. Les dernières versions de certains systèmes américains qui ne sont parfois même pas encore livrés à d'autres pays étrangers. Le Rafale est également présent dans d'autres pays. Donc voilà, il y a différents systèmes qui sont efficaces, mais le problème, c'est que ces mêmes pays voient que malgré toute la puissance, qui soit aérienne, terrestre, avec les missiles balistiques américains de l'US Army ou encore naval, eh bien malgré tout ça, l'Iran continue de tirer. Et donc si ces pays intègrent ou du moins frappent l'Iran, si les États-Unis repartent ou du moins se désengagent comme ils sont arrivés sans prévenir personne, eh bien ces pays du Golfe auront justement cette guerre qu'ils n'ont pas voulu spécifiquement. Donc c'est toute la question à ce niveau-là, qu'elle soit, certes, ils ont les moyens, ils peuvent soutenir les Américains ou frapper indépendamment des Américains, mais le problème c'est qu'ils ne peuvent pas partir aussi facilement que les Américains de la zone, et c'est toute la question en ce moment, à mon avis, dans les différentes capitales du Moyen-Orient. Le risque de l'embrasement général, je ne sais pas où en sont les cours du pétrole ce soir, mais si là, on est déjà, l'Irak est concerné, évidemment Israël, on est je crois 13, 14, ça dépend des comptes, mais une dizaine de pays sont dans la guerre. Si tout le Proche-Orient s'enflamme, Et je crois que c'est le président du Parlement iranien qui est en train de jouer un grand rôle, un rôle de plus en plus important, qui disait hier, si il y a un pied américain posé sur une de nos îles ou sur notre territoire, c'est un baril à 150, 160 immédiatement. Oui. C'est la garantie, cela. Oui. Le risque existe, mais pour l'instant... Le risque d'un embrasement généralisé, mais pour l'instant, il n'est pas là. En fait, évidemment, il y a les pertes en Iran qui sont sûrement considérables compte tenu de l'intensité des bombardements depuis un mois. Mais sinon, dans les pays du Golfe, il y a des victimes qui sont essentiellement des victimes civiles, qui sont, c'est toujours trop, mais qui sont quelques dizaines. Moi, j'ai des amis qui travaillent dans la région. Ils sont partis de leur famille, revenus en France par sécurité. Et là, ils sont repartis. Alors, je ne sais pas pour combien de temps. C'est évidemment extrêmement fragile. Ils y sont retournés. Ils sont retournés, oui, pardon. Et on voit bien toutes les menaces qui existent, notamment quand les Houthis commencent à s'y mettre et que donc ils peuvent aussi mettre le bazar en mer Rouge, comme il y en a déjà dans le Golfe Persique. Mais c'est pas aujourd'hui, cette région n'est pas dans une guerre généralisée comme l'était l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. L'embrasement n'est pas militaire, mais l'embrasement énergétique, lui, à l'échelle mondiale, il est bien là. À l'instant, pardon, je vous interromps, puisque c'est le New York Times qui le donne, et c'est un cap extrêmement important dans la guerre que nous vivons. On est à J30, dans quelques instants, ce sera J31. Le New York Times donne ce chiffre assez vertigineux. Il y a actuellement maintenant 50 000 soldats américains au Proche-Orient. L'arrivée de 250 marines, 2500 supplémentaires fait atteindre le nombre de soldats américains dans la région à 10 000 de plus que d'habitude. Donc, vraisemblablement, on est au stade où
ils sont prêts à une action au sol, en tout cas des opérations commando, là exactement ce lundi. Oui, ponctuel, mais on se souvient qu'en 2003, il y avait 150-200 000 militaires américains et beaucoup de troupes au sol avec des blindés, etc., qui avaient été rassemblés. Donc ça reste des troupes très importantes, mais qui ne sont pas des troupes qui permettent de prétendre envahir le pays, ni de le mettre à genoux, ni de changer le régime. Ça permet d'atteindre un certain nombre d'objectifs limités. Rappelons quand même que parce qu'on parlait des fondamentaux. Attendez, vous diminuez les choses. Général, pardon de vous couper, mais rappelons-nous quand même, sur ces plateaux, la première version, il y a 31 jours, c'était il fait de la gesticulation, il n'osera pas y aller. Non seulement il y va, il tue Khamenei, et il est en train d'avoir 50 000 personnes, donc on ne peut pas dire que il se passe pas grand-chose. Mais non, on n'a pas dit qu'il se passe pas grand-chose. Je dis depuis le début que le dispositif militaire est inadapté et que c'est pas d'avoir 50 000 personnes sur le terrain qui mettra l'Iran à genoux. Moi, je pense que voilà, c'est tout. Si je comprends bien, les 10 000 comptes, seuls les 10 000 comptes, en fait, pour une opération... Il y a très peu de troupes au sol qui permettent d'avoir des gains limités et en aucun cas de renverser la table. Général, il y a chez certains, je dis pas ça pour vous, mais chez certains généraux diplomates français, il y a un petit côté. Et alors, il a tué Khamenei, quand même. Oui. Non, mais qui ont tué le président des États-Unis. L'armée américaine est imbattable, mais elle ne tient pas la victoire. Si on tuait le président des États-Unis, vous diriez pas et alors quelle est la suite? Et puis ensuite, il se passe des choses. Darius, l'armée avec les Israéliens, ils sont imbattables. Ils vont pas les battre. Mais en même temps, ils ne peuvent pas obtenir la victoire. On n'a jamais été défait une fois au Mali en 10 ans et on est reparti. Bon, voilà, c'est comme ça. On est les meilleurs, et voilà. Donc, on était les meilleurs, si vous alliez le dire. Non, mais bien sûr. En Algérie, on a gagné, on a à plat de couture, on a gagné contre le FLN. Merci de me le rappeler. Voilà. Il n'y avait plus un Feld en 62 dans le Djebel. Simplement, est-ce qu'on a gagné la guerre? Non. Voilà, parce que politiquement, on l'a perdu. Alors, on avait perdu la bataille de l'opinion, on avait perdu la bataille de tout, et donc cette guerre, on l'a perdue. Est-ce que vous imaginez ça, que l'Empire américain, on faisait la comparaison avec Thierry Breton tout à l'heure, de la même façon que l'Empire romain s'est arrêté, la bataille de Teutobourg contre les Germains, ils sont dans la forêt, ils se font massacrer, je ne sais pas combien d'hommes. Il y a 3 légions, les 17, 18 et 19e légions. Je rappelle que vous avez fait un livre sur les guerres antiques, donc il y a 3 légions romaines qui sont détruites. Plus les auxiliaires, c'est-à-dire le double troupe. Et l'empereur Auguste dit, ça suffit, on lâche la Germanie, c'est trop dangereux. Est-ce que vous imaginez que les Américains, en bon français, se plantent et se disent, on arrête? Alors, si j'étais général français, oui. Je dirais oui. Et j'en serais peut-être même content. Puisque, a priori, c'est ce qu'on nous explique depuis des semaines. Trump ci, Trump ça. En attendant, il y a quand même un gros absent ici, c'est l'Europe. L'OTAN, l'Europe, l'ONU, ils sont partis en vacances ou sont partis sur une autre planète. On ne sait pas où ils sont. Mais attendez, mais c'est un point important parce qu'on se plaint du prix à la pompe, on se plaint de plein de choses, on reconnaît la superpuissance américaine, on se dit, vous avez dit, général, je vous cite, il faut de l'expérience de la guerre pour pouvoir transmettre. L'expérience de la guerre, les Américains, les Israéliens sont en train de l'acquérir, ils l'ont. Les Européens qui se vantent de défendre le Groenland et d'autres parties de l'Europe, voire l'Ukraine face à la Russie, incapables de se dire il y a une opportunité ici de s'associer, de réfléchir, de peser. Vous savez de peser diplomatiquement. Ce serait le moment d'y aller, d'aller avec les Américains d'après vous. D'y aller. Et encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois, il y a plusieurs façons de s'investir. On n'est pas obligé d'envoyer des troupes françaises. Je vous rappelle quand même qu'il y a un militaire français qui est mort. Il y a un militaire français qui est mort et ça s'est passé. Mais la fierté française et vous les militaires devraient dire mais laissez-le répondre. Militaire, c'est arrêtez de chauffer le général Richoux. Là, il est assez chaud. Pour entrer en guerre aux côtés des Américains, la confiance. Elle est foutue. Donc on n'est plus amis. Elle est foutue, la confiance vis-à-vis de Trump. Un mec qui nous menace, qui nous met 15%, qui menace d'envahir un pays de l'Union européenne, qui nous traite moins que rien, la confiance, elle est morte. Elle est morte pour 10 ans, elle est morte pour 20 ans. Alors on verra ce qui se passera après, à peu près comme 2003, où les États-Unis nous ont grugé avec les fioles de Colin Powell à l'ONU. La confiance, elle est morte. Moi, je l'ai vécu en Afghanistan, on se parlait pas avec les États-Unis. Moi, j'ai su des choses sur le plan du renseignement qu'on m'a interdit de transmettre parce qu'on se parlait plus. Voilà. La confiance, elle est morte. 250 ans d'amitié se résume à quelques jours et quelques années. Mais qui la rompt plus la confiance? Qui la rompt plus la confiance? L'Amérique et la France, c'est les premiers alliés. On va vous tordre le bras, on vous met 15% parce que vous êtes des cons. On va vous envahir le Groenland parce que c'est à nous, etc. On se parle. Non, mais franchement, il a peut-être tenté de réveiller la confiance. Mais non. Alors donc du coup, les généraux disent, ils nous ont pas tenus au courant, on n'a pas confiance, donc on reste là.
et on fait spectateur. Mais on n'entre pas en guerre aux côtés de quelqu'un auquel on n'a pas confiance. On peut s'associer différemment. Donald Trump n'est absolument pas un homme de confiance, quelqu'un qui est prévisible, donc on ne va pas. Donc vous n'avez pas confiance en Israël, qui joue son existence. Mais pourquoi ? Par exemple au Liban, on peut pas aller aider pour se débarrasser du Hezbollah ? Il y a le Charles de Gaulle qui se balade, il y a des joggers qui se baladent dans le Charles de Gaulle. Ils peuvent, au lieu de faire du jogging, aider au Liban le Hezbollah à être éliminé. Bien sûr, mais voilà. Peut-être. Non, mais ça, c'est une façon d'aider. Ce sont vos guerres quand même, c'est pas les nôtres au départ. Voilà. C'est pas la guerre de l'Europe ni de la France. Non, pas tout à fait. Au départ, du coup. Non, 58 militaires morts au Liban. C'est pas la guerre de la France. Comme on essaie de mondialiser. C'est un conflit que vous avez depuis la création d'Israël. Il y a une opportunité. Je comprends. D'abord, je rappelle quand même que si Israël a eu l'arme nucléaire, c'est un petit peu grâce à la France. Alors soyez un petit peu. Et c'est Chirac qui a donné l'arme nucléaire à l'Irak. C'est Chirac qui a donné l'arme nucléaire à l'Irak. Vous l'avez oublié. Il a fallu que le Mossad vienne en France et ils ont eu l'arme nucléaire, l'Irak. Mais ils ont ramené le dispositif nucléaire en Irak. Madame le sait. Il faut en reconnaître. Guillaume Enquête. Non, moi je pense que en fait c'est trop dangereux de suivre les Américains. Sur le plan des principes, moi ça me dérangerait pas. Mais effectivement, ils y sont allés, ils nous ont même pas prévenus. Donc on risque d'être un petit peu pris et être dans leurs mains. De toute façon, ce serait sous commandement américain. Je pense que il n'y a pas des objectifs de guerre qui sont clairement définis. En fait, rien ne va. Moi, sur le principe, encore une fois, que cette intervention ne me choque pas moralement, mais je trouve qu'elle est tellement mal fichue que c'est un peu risqué de s'engager. Votre réaction à vous aussi, Gaëtan Powys, je vous donnerai la parole parce que Sylvie Berman a fait une tribune là-dessus sur le thème. Vous direz si je vous caricature, mais en gros, ça arrangerait tout le monde si les Américains finissaient le travail pour l'Europe aussi. Mais d'abord, Gaëtan Powys, votre réaction, ça fait longtemps que vous attendez. Oui, justement, c'était pour revenir sur ce qui a été dit. On parle d'expérience. Effectivement, l'armée américaine a beaucoup d'expérience. Il y a un général en plateau. Je lui pose la question parce qu'il ira peut-être un peu plus dans les détails que moi. Est-ce que commencer une guerre et puis dire sans prévenir personne, comme ce qui vient d'être dit, effectivement, les États-Unis sont arrivés au-dessus de l'Iran sans prévenir même pas leurs alliés de l'OTAN, ce qui est beaucoup. Et d'ailleurs, on est en dehors des frontières de l'OTAN, donc l'OTAN n'a rien à faire là, sauf accord de l'ONU. Donc déjà, l'OTAN, on peut oublier. Mais en plus de ça, commencer une guerre et puis après 5 semaines avec un dispositif qui est extrêmement complexe, commencer à dire en fait, faudrait que l'armée de l'air française puisse venir nous aider, arriver à intégrer ce dispositif étranger, ça ne se fait pas du jour au lendemain, même avec la grande expérience des deux forces en question, de l'US Air Force et de l'armée de l'air française. Donc vraiment, il n'y a rien qui va du début à la fin pour pouvoir intégrer des forces alliées, puisque ça n'a jamais été prévu depuis le départ. Pendant que vous avez la parole, et le plateau va réagir, mais on voit ici certaines images de, notamment ce LCAC, n'est-ce pas? C'est cet appareil de débarquement, enfin cette barge de débarquement très sophistiquée, très puissante. Dites-nous exactement ce que ça représente sur un des scénarios. Là, concrètement, le LCAC, c'est un aéroglisseur, donc c'est quelque chose qui va survoler avec un tapis d'air en dessous, qui va permettre de survoler la mer, et de fait, vous pouvez emporter là-dessus, sur ce navire de débarquement, un char de combat ou plusieurs véhicules plus légers. L'avantage de ce système, c'est que ça va très vite, c'est extrêmement maniable par rapport à des barges qui doivent dépendre des marées. Là, vraiment, vous allez sur la plage, vous atterrissez. L'intérêt de ce type de système, c'est d'effectuer des opérations amphibies de manière très rapide, mais à chaque fois, et ça c'est à peu près depuis plus de 20 ans, les opérations amphibies de nos jours, ce n'est plus pensé comme le débarquement de Normandie face à des plages. Il y a moyen de le faire, mais ce type de véhicule ne sera pas utilisé pour justement arriver comme en Normandie face à des obstacles, face à des bunkers. Non, ce seront des véhicules blindés. Les véhicules blindés des Marines qui sont amphibies également, mais là c'est vraiment un transport lourd, et de fait c'est ce qui est dans les scénarios. Les deux groupes amphibies qui sont amenés, c'est pour effectuer des débarquements sur la zone. Il est 23h45, nous sommes toujours en direct, les choses vont très vite. Ce soir c'est le New York Times donc qui dit 50 000 soldats américains sont déployés au Proche-Orient, et à la seconde les nouvelles de
de la chaîne israélienne, la chaîne 14, Trump donne une interview sur la chaîne 14 et dit « Les États-Unis sont entrés en action, dit-il, et ils agissent déjà pour prendre le contrôle du détroit d'Ormuz. » On verra ce que ça signifie. Mais vous... Moi, je voudrais juste réagir à ce qui a été dit. Je voudrais juste qu'on me laisse finir mes propos, même si on n'est pas toujours d'accord, c'est pas grave. On restera quand même de bons amis. Je voudrais dire quand même qu'en début janvier, lorsque il y a eu des attaques, enfin les manifestations monstres en Iran, on rappelle que Trump, on l'aime pour ça sans doute, il a divulgué, partagé le fameux télégramme, le texto Macron lui avait envoyé. Il lui a dit viens, on se voit dans le G7, viens, on fait une bouffe ensemble. Et il lui a surtout dit on est tout à fait en ligne sur la Syrie, mais on peut faire de belles choses en Iran. Donc ne pas forcément dire que déjà on n'était pas au courant de ce qui se passe ou de ce que pouvait faire la France avec l'Iran, c'est pas tout à fait exact. Ça, c'est la première des choses que je voulais dire. Tout à l'heure, Guillaume a dit quelque chose de tout à fait appréciable. Il a parlé des pays de Golfe, il a donné l'analogie que souvent c'était comme des candidats à la politique qui ne font pas de campagne. Ben, je dirais que c'est la même chose avec la France. Tout le monde est content que le job est fait par Trump, mais personne ne veut se mouiller. Sylvie Bermann, est-ce que c'est le cas effectivement en réalité? Est-ce qu'un certain nombre de dirigeants européens se disent on est contre en public, mais en off, on est assez content que le régime tombe, quoi? Je pense qu'on serait content que le régime tombe, mais c'est pas pour autant qu'on est prêt à soutenir les Américains et les Israéliens. Et en fait, bon, comme toujours, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Si ça marche, on dira bon, bravo, il avait raison. Si ça marche pas, on dira bon, c'est de sa faute. Donc on est au balcon. Et on est au balcon en réalité. La meilleure position. Mais c'est compliqué. Il y a eu effectivement le traumatisme de l'Irak, les mensonges américains, une guerre dont les conséquences ont été pires, l'échec en Libye aussi. Donc on hésite fortement, on peut le comprendre, à faire des interventions de ce type. Et si on n'a pas été informé, c'est pas parce qu'on est vexé, c'est que simplement quand on doit intervenir au milieu du gué, c'est difficilement gérable. C'est un problème également de coordination. Donc on dit ça aujourd'hui. Les intérêts français ne coïncident pas avec les intérêts américains. En l'occurrence, c'est... Et alors les valeurs... Non, mais l'élimination de ce régime... Le fait de récupérer l'uranium iranien est un but français. Je pense que les Français sont plutôt favorables à ça. Mais il y a plein de choses que vous mettez dans la balance qui peut pousser la France de manière très digne à dire non, nous n'irons pas. C'est pas comme les Saoudiens qui ont peur de se battre. La France, elle a été capable de se battre. C'est pas 2003. Ici, il y a toute une région dont la France a plusieurs intérêts. On parlait il y a quelques minutes du Liban. Ça pourrait être tout à fait jouable de la France qui a son porte-avions pas très loin du Liban pour venir et sécuriser et aider un objectif dont elle-même est convaincue que le Hezbollah pourrit la vie des Libanais. Ça peut être une façon d'aider. Une autre façon, c'est de venir aider dans le Sinaï et d'aider peut-être à sécuriser ce détroit qui fait déjà, il y a une force qui est faite européenne. C'est politiquement impossible d'aller aider les Israéliens. Pourquoi? Après ces dernières années. Mais pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas très longtemps, l'armée israélienne a tué 70 000 personnes à Gaza. Donc elle s'est fait attaquer le 7 octobre, martyrisée. Elle s'est défendue avec une guerre qui peut-être a été compliquée. Il y a eu des dégâts, il y a eu ce qu'on veut, on va pas commenter ici la guerre de Gaza, mais c'est pas pour autant que Israël a perdu la crédibilité de travailler avec ses partenaires. Je me souviens bien, moi, que des avions, des Rafales français ont décollé de la Jordanie quand Tel Aviv et Jérusalem ont été attaqués et qu'on a dépendu des drones et des missiles. Quand l'Iran est arrivé, donc véritablement, sur le plan défensif, quand vous avez besoin de nous, on est là. Et je rappelle que si le porte-avions il est là, c'est aussi pour vous, mais pour vous défendre. En aucun cas, nous participerons à une mission offensive. Ça veut dire quoi défendre? Pour l'instant, Israël et les pays du Golfe se font attaquer. Non, mais quand on nous dit qu'on est au balcon, je vous dis c'est pas vrai, parce que ce soir-là, ces soirs-là, on a décollé. Revenons s'il vous plaît au rapport de force objectif, au-delà du débat, c'est-à-dire vous êtes toujours avec nous, Gaëtan Powys. 50 000 soldats américains. Quel est pour vous maintenant le scénario dominant d'intervention et la prise de risque? C'est-à-dire si c'est une opération commando sur Hormuz ou une opération commando pour prendre le nucléaire, voire même une opération commando dans Téhéran pour frapper des lieux de pouvoir. Quelle est la prise de risque en termes de risquer des vies de soldats américains?
Concrètement, le scénario à une époque, il y avait cette vague idée d'une opération aéroportée sur Téhéran. Pour moi, c'est totalement impossible, même d'un point de vue logistique. Enfin, vraiment, c'est impensable. L'île de Kar, pourquoi pas. En revanche, moi, je penserais plutôt à sécuriser. Il y a 2-3 îles. Alors, ça dépend dans quel sens on va, mais au niveau du Golfe Persique, à l'entrée du détroit d'Ormuz, eh bien, il y a 3 îles qui sont situées légèrement à l'est. À l'ouest, excusez-moi, et qui pourrait justement être une cible d'intérêt pour les Marines. Maintenant, je n'explique pas la brigade de la 82e aéroportée qui est déployée, puisque là, on serait plus pour une opération aéroportée, peut-être éventuellement des renforts sur ces îles pour aider à tenir. Mais le problème, quand bien même les Américains tiendront ces îles, il faudra que les troupes au sol puissent faire face à des systèmes, à des missiles balistiques iraniens et à des pluies de drones. Alors, ce sera peut-être moins de drones et moins de missiles pour les pays de la région, mais c'est un énorme risque pour à la fois les troupes au sol, mais aussi les navires qui auront dû passer entre-temps le détroit d'Ormuz, bien évidemment. Qu'est-ce qui est en train de se passer en poussant un peu la provocation? C'est jamais bien de faire de la psychologie, mais moi j'entends ça parfois. Hein, c'est le fait que la République islamique résiste. Est-ce qu'il n'y a pas même chez certains dans le sud global, et peut-être même certains en France, qui obscurément se disent ah, quand même, l'Iran résiste bien. Une forme d'admiration trouble. Dans le sud global, c'est une évidence, hein, parce qu'ils détestent les ingérences, ils détestent l'arrogance de l'Occident, et que donc que l'Iran, qui d'ailleurs est membre des BRICS et qui est membre également de l'Organisation de la coopération de Shanghai, arrive à se défendre. Je pense effectivement, ils s'en félicitent. Les clivages incroyables. Allez sur les réseaux sociaux. Allez sur les réseaux sociaux. On voit des pro-ukrainiens maintenant qui sont presque pour le régime des Mollahs, parce qu'ils détestent tellement Trump qu'ils se disent ce serait bien qu'ils se cassent les dents. Et on voit aussi des pro-russes qui détestent tellement tout ce qui est islamique qu'ils sont, si vous voulez, pour Trump, contre un régime allié de Poutine. Les clivages sont surprenants quand une guerre s'invite. Hein. Front renversé. Front renversé. C'est compliqué, mais il y a quand même des ressorts qui sont des ressorts fondamentaux, j'irais presque dire inconscients, qui viennent du cerveau reptilien, et l'anti-américanisme en est un parmi les plus puissants. C'est-à-dire que à la fois la détestation des États-Unis pour ce qu'ils représentent comme étant puissance impérialiste, avec évidemment une dimension idéologique qui est que c'est le capitalisme triomphant. C'est vrai qu'avec Trump, on en a un exemplaire chimiquement pur. Et donc vous avez donc une partie de la gauche occidentale qui, sans oser trop le dire, parce que quand même les mollahs iraniens qui pendent les gens qui leur résistent et où dans la police tue à coups de poing les femmes qui enlèvent leur voile. C'est pas très difficile à défendre, mais la vérité c'est que discrètement ils se disent si les Américains prenaient une leçon, ça leur ferait les pieds. Le fait qu'il y ait des pays dans le monde, quels qu'ils soient, qui tiennent tête à Donald Trump, mais surtout aux États-Unis d'Amérique et à leur puissance militaire, ça c'est un fait. Quand j'étais donc sur le terrain en Irak, en Afghanistan, même si dans les deux pays il y avait des personnes qui étaient satisfaites de l'intervention américaine et de la coalition internationale de l'époque, on sentait ça très nettement. Le fait qu'il y ait des populations qui se disent, on est capable de tenir tête à une des plus grandes puissances mondiales. Ça c'est absolument inévitable et c'est forcément en train de se passer en Iran en ce moment. Ouais, mais c'est un fait. C'est humain. C'est humain et ça peut se comprendre. Enfin, c'est humain, c'est comme assez. La jalousie, c'est l'un les plus anciens crimes qui existent dans la Bible. C'est le Caïn et Abel. Hein, c'est les premiers crimes. Une espèce de satisfaction, effectivement, à la possibilité de l'échec américain. Mais regardez ce clip. Je vous donne tout à la parole. Mais comment les Américains les Iraniens jouent ce clip de propagande de la République islamique qui remonte jusqu'au génocide des Indiens commis par les Américains pour dire, regardez, nous sommes la résistance du Sud global, des peuples opprimés contre les Américains, Hiroshima, le Vietnam, le napalm, etc., etc. Et vous allez voir, ils montent Afghanistan et ils vont jusqu'au bombardement réel. Hein, l'erreur de tir du Tomahawk qui a tué beaucoup d'enfants dans une école de Téhéran. Et ils ramassent tout ça en disant, vous voyez, nous sommes en quelque sorte le peuple résistant. Oui, alors c'est de bonne guerre. Alors malheureusement, on joue sur les morts, on joue sur les enfants. C'est jamais très glorieux non plus. Mais les Américains, comme toute démocratie, ont peut-être fait des loupés, mais ils n'ont pas pendu, coupé des têtes, tué leur propre population, fait toutes les atrocités
que l'Iran et le Les régime Indiens, fait. Ils ont peut-être fait des choses dans le cadre d'une guerre ou autre, mais là, le régime, c'est son fonds de commerce. On ne peut pas comparer l'Iran, qui fonctionne de manière terroriste et folle, avec les Américains ou les dirigeants américains qui, en fonction démocrates ou républicains, ont pu bien ou pas bien faire. Dans l'ensemble, si les Américains sont là où ils sont, c'est qu'ils se sont donné aussi les moyens de réussite. Ils ont mis le paquet, que ce soit dans les armements, dans l'éducation ou autre, ce qui les fait aujourd'hui être la première puissance mondiale. Ce que l'Europe aurait peut-être dû être à la base. C'était ça la promesse européenne à la base. Oui. La promesse européenne aurait été de pouvoir être une vraie puissance sur la scène internationale. Maintenant, il faut reconnaître que vous avez absolument raison. C'est une très grande puissance, une grande nation qui a fait beaucoup de choses, mais qui s'est bâtie sur la violence. Que je rappelle quand même le génocide des Indiens, qui est une réalité quand même historique. Utilisé par la propagande iranienne. Qui est quand même, et là, qui est utilisé. D'ailleurs, ils ont raison de le faire. Là, c'est de bonne guerre en fait. Vous connaissez la réponse de Churchill, d'accord, mais général. Churchill qui était invité à la Maison Blanche. Il y a Madame Roosevelt qui était très anticolonialiste. Et on lui casse les oreilles avec ce qu'ils font sur les Indiens d'Inde. Effectivement, très grand colonialisme anglais. Et il commence à s'énerver. Il dit mais de quel Indien me parlez-vous? De ceux que vous avez exterminés, vous les Américains? Voilà, c'est ça. Oui, parce qu'on se rappelle, il a eu des déportements de post-spéciation. Il y a tous les critères du génocide au 19e siècle aux États-Unis. Là, il y a absolument, c'est vraiment la part d'ombre des États-Unis qui ont fait des grandes choses à côté. Je le reconnais. Moi, je suis par nature, par construction très atlantiste. Je suis pas dans les généraux. On n'est pas tous très atlantistes. J'étais plutôt très atlantiste. Et maintenant, j'avoue que je suis moins convaincu. Regardez, là, en tout cas, la République islamique arrive à porter des coups et il y a beaucoup d'autres informations qui arrivent sur les dernières heures et cette dernière journée sur Israël. Voilà, ça c'est le bombardement du jour où à Beersheva, les missiles et drones arrivent à passer, général. Là, oui, on voit. Alors ça, c'est une centrale pétrochimique, me semble-t-il, dans le sud d'Israël. Et donc, eh bien, c'est encore le signe, effectivement, que le bouclier israélien est pas étanche à 100%. Ce qui n'est pas un reproche d'ailleurs, parce que je crois qu'ils sont capables d'arrêter 92 ou 95%. Mais si vous en balancez 100 et qu'il en passe 5, ça donne ça. Voilà. Est-ce qu'on est arrivé à une forme de limite? Porte-parole de l'armée israélienne, les forces de défense israéliennes manquent d'environ 15 000 soldats, dont environ 8 000 combattants. Alors peut-être que c'est une déclaration politique pour réveiller les politiques, mais enfin, non, mais c'est vrai, ça. Un aveu tel de la part de pleine guerre. En pleine guerre. Oui. Non, c'est vrai, mais ce qui est dit aussi, c'est qu'il y a un problème qui sont les orthodoxes qui ne veulent pas participer aux guerres, qui ne veulent pas être conscrits, faire un service militaire ni rien, ni être dans la réserve. Et je crois que c'est aussi ça que ça vise. Mais pas seulement. D'autant plus que c'est toujours les plus bellicistes. Et on peut rajouter aussi le fait qu'il y a beaucoup de militaires israéliens qui sont mobilisés en Cisjordanie pour protéger les colons, parce que la violence entre les colons et les Palestiniens augmente de manière démente, et que de même que ce qui s'était passé d'ailleurs le 7 octobre, où des unités de Tsahal manquaient à l'endroit où elles auraient dû se trouver, pour cette même raison, eh bien, il manque de soldats. Il manque, voilà. C'est un pays qui manque de profondeur stratégique en ressources humaines, parce que c'est une armée petite qui doit faire dans les 180 000 hommes en temps de paix, qui est capable de monter à 450 000, 500 000 hommes, mais c'est pas 500 000 combattants. Si vous voulez couvrir tous les fronts, moi je suis sûr que dans l'armée israélienne, au moment là où on parle, il y a pas 100 000 combattants sur la ligne de front. Le chef d'état-major, il faut les relever en permanence.